Alors voilà, on est prêt pour ce deuxième épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard. On est très excités. On va vous dire pourquoi après, mais pour l'instant, je vais saluer toutes les belles personnes que j'ai autour de la table. On retrouve Julie-Pierre Nadeau avec nous autour de la table. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Hélène Faradji. Salut. Salut Hélène. Godefroy Lorando, évidemment. Salut Fred. Les complices. Ouais. Inès Talby. Allô. Inès Talby, qui vous avez fait du terrain la semaine dernière. Ben oui, l'année. je commence. Ouais. Et là, vous revenez. Je reviens. Et notre invité, Christian Dufour. Bonjour. On peut dire essayiste, intellectuel, pré-retraité? Non, pas pré-retraité. Bâtard. Ok. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. Je suis un hybride. OK. Alors, on va parler de bâtard. votre livre, Le pouvoir québécois menacé, non à la proportionnelle. On en a parlé ici. En tout cas, on va tout parler de ça tantôt parce que pour l'instant, on est prêt pour ce deuxième épisode de la balado de Fred Savard. Alors voilà. Là, je sais à la maison, vous devez vous dire, mon Dieu, le ton a changé. C'est que la semaine dernière, on était à Victoriaville pour notre premier épisode de la balado de la deuxième saison. Mais là, on est à Montréal, au pied de la montagne, dans un endroit secret. Rien n'est plus pareil. Dans un condo, il n'y a pas de public cette année. Alors là, c'est la première fois qu'on fait ça. Moi, je voulais qu'on change un peu le ton. Et c'était quand même l'organisation. On le sait, c'est un projet, j'en ai parlé, 100% indépendant. D'ailleurs, on est en campagne de financement participatif pour les gens qui nous écoutent à la maison. La campagne va se terminer le 25 ou 26 novembre. Il faudra que je vérifie la date. C'est assez limité. Alors, n'attendez pas de commander de nouveaux chèques pour donner à ce projet. L'objectif est de 50 000 On va en parler de toute façon. On va faire même un petit épisode spécial courrier des auditeurs parce qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit pour poser des questions. Mais tout ça pour dire qu'on s'est dit cette année, bon, on va alléger un peu le procédé. Puis c'était le fun devant le public. On va en refaire d'autres. Je pense que ça va être des événements spéciaux. Peut-être au mois de décembre, entre autres, une espèce de rétrospective de l'année. C'est assez peu commun de faire ça, hein, une rétrospective de J'ai l'année. jamais entendu parler de ça. Très rare. Ça pourrait être le fun. Pour certains donateurs, entre autres, je pense qu'on va créer une contrepartie sur le site de La Ruche parce qu'on est là. C'est la plateforme qui accueille les dons. Parce qu'il y a des gens, Fred, qui prennent ça difficilement. Là. Oui, Non, ils voulaient nous voir, ils voulaient nous toucher. oui, je sais. Puis bon, mais en même temps, on trouvait aussi que ça allait changer le ton de On pourrait appeler ça Ciao Ciao 2019. On verra pour le titre Inès Talby. Mais c'est vrai que c'est pas fou. C'est pas fou, un titre canin. Mais Fred, corrigez-moi, quand on va être en région, on Oui. sera toujours devant le Oui. public, n'est-ce pas? Bon Parce que point, parce qu'on ça, on s'en passera pas. On continue, c'est dans l'ADN de ce projet d'être en région. On est à la Victoriaville. Il y a d'autres dates qui s'en viennent. On va finaliser ça. C'est un gros automne pour moi, je dois l'avouer. Très, très occupé. Mais oui, évidemment, quand on va être en région, on va toujours être devant le public parce qu'on aime ça. C'est juste que là, à Montréal, à chaque semaine, et on voulait aussi peut-être jouer sur le son, en fait, avoir un meilleur contrôle sur la qualité sonore. Mais là, on rentre dans les détails. Est-ce que vous avez passé une belle semaine, tout le monde? Pas si mal, ouais. Bon, Ouais. mon Dieu, ça n'a pas l'air ça. Moi, j'ai eu la chance de voir... j'ai eu la chance de voir un excellent documentaire au cinéma. On oublie comment c'est le fun d'aller voir Très le des fun. aller au documentaires. cinéma. Oui, au cinéma, oui, mais aller voir les documentaires. Et je suis allé voir Miles Davis, Bird of the Cool de Stanley Nelson. Moi, je suis grand... Et là, je me tourne vers Christian Dufour. J'ai comme l'impression que vous êtes peut-être un fan de jazz. Est-ce que vous êtes mélomane dans la vie? Non. Je suis Non! un fan. Non, malheureusement, je suis un fan de vieux films. Tu te dis, moi, j'ai le film Turner Classic Movies au chalet. Oui. J'ai pas Internet au chalet. Je prends des bains, puis j'écoute beaucoup de films. Dans votre bain? Je connais ça beaucoup. Vous- Non, dans des bains, je prends des bains 2-3 heures. Puis Ah, je lis moi des aussi, je fais magazines. ça. J'adore Ah, c'est ça. merveilleux, Lire hein. dans le bain, c'est incroyable. Ah, ça, je relaxe. Oui. Mais vraiment, moi, ma passion, là, c'est vraiment les films OK. plus vintage, en fait, OK. les années 30, 40, 50. J'y connais pas mal. OK. Ah, oui. Ah. Ben, vous allez bien vous Oh entendre oui, avec ouais, Hélène on va Faradji. se parler. Alors, moi, c'est ça. Alors, Miles Davis, un film à aller voir. Là, présentement, il est au cinéma du Parc. J'ai aucune idée s'il va être sur les plateformes de visionnement, mais c'est Probablement, un ouais. excellent film, vraiment très touchant. Sans compromis. On y apprend, on le savait un petit peu, mais que Miles Davis, évidemment, jazz et problèmes de consommation vont de pair. Donc, problème de cocaïne, problème d'héroïne, violence conjugale. Et d'ailleurs, on voit dans le film Frances Taylor Davis, la danseuse, grande danseuse, très populaire, qui a été l'épouse, qui est décédée en 2018, mais qui a été captée par la caméra de Stanley Nelson et qui raconte comment elle se faisait battre par... Mais cette femme-là est extraordinaire dans le film. Elle est très drôle, très confiante en elle-même. On peut entendre Ron Carter, Jimmy Cobb, Juliette Gréco. Juliette Gréco. Évidemment, Ah ils ont ouais, une vraiment. idylle. On voit des images merveilleuses quand il enregistre live la Ascenseur trame sonore. pour l'échafaud. Oui, parce Ah ouais. qu'ils n'avaient pas vu le film et ils ont enregistré. Il y avait une projection pour eux et ils enregistraient la trame sonore. Et dans le film, on apprend que ça a eu un effet marquant sur la carrière de Miles Davis, entre autres sur sa démarche. C'est vraiment un documentaire incroyable à aller voir. Alors voilà. Sinon, hier soir, j'ai manqué le débat des chefs.
C'était mercredi soir. J'étais à la soirée inaugurale de la saison 2019-2020 de Danse à la Place des Arts, J'adore Inès la Talby. danse. Ouais, je suis porte-parole de Danse cette année, encore une fois, et je me lève le matin. Je Gros repense. automne. Vous dansez. Je danse pas, moi je fais danser les gens. D'ailleurs, je serai à la Taverna, DJ, le 5 octobre, samedi soir. Mais c'était le spectacle donc des grands ballets, en fait du ballet jazz de Montréal. Très bon spectacle. Godefroy Lorando, êtes-vous fan, vous, de danse contemporaine? Oh là là, je dirais pas ça. Non, mais je suis allé voir, je crois bien que c'était un spectacle de danse sur Leonard Cohen. Et Ah, mon Dieu. j'étais sceptique, très, très sceptique. Au Et musée j'ai- d'art contemporain. Je trouve ça intéressant. J'ai été transporté, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Et j'aurais pas misé là-dessus. Et Mais donc, c'est étonnant, quand vous m'avez parlé de ça, bien sûr, je vous ai pointé, j'ai ri de vous. Oui. Je vous ai donné des petits coups de pied. Oui. Mais après ça, je me suis dit, peut-être. Mais la danse Ouais. contemporaine, moi, ça a pris du temps avant que j'y aille. Puis quand tu y vas, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant de voir des gens, en fait, des professionnels danser. Il y a quelque chose que tu ne suspectes pas. Puis moi, vraiment, je ne pensais pas aimer ça comme ça. Ça a été un coup de foudre. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'ils m'ont demandé d'être porte-parole. Alors, après l'écoute de cette balado, garochez-vous dans une salle pour voir des gens danser. D'ailleurs, ça se pourrait j'aimerais beaucoup faire un épisode sur la danse contemporaine, sur une espèce d'état des lieux de la danse contemporaine bientôt, en fait. On Un travaille épisode de là-dessus. 4 heures, j'espère. C'est ça. Non, pas de 4 heures, mais non, mais d'en parler intelligemment pour donner le goût aux gens de découvrir ça. puis Ben, de- amenez-nous voir un spectacle, Ah, puis on mais- va le faire. D'accord. Avec plaisir. Moi, je me D'accord. suis dit que cette année, parce que maintenant, tu aimes la danse, donc Oui. ça, c'est réglé pour moi. Oui. Mais je vais te faire aimer le cirque. Ah, Ça, c'est l'étape 2. OK. Avec Alors, ou sans animaux? Ben ça, non, ben c'est non, sûr que non. Mais non. Je suis contre les cirques avec Annie. Ben oui. Depuis longtemps. Mais non, le cirque. Ben le vrai Inès, cirque. je vais me laisser convaincre. Je suis déjà allé voir quelques spectacles. Je ne suis pas rébarbatif, mais voilà. Alors, Hélène Faradji, vous avez passé une belle semaine, vous? Ben oui, je vais vous étonner, j'étais au cinéma. Ben voyons Évidemment, oui. J'allais voir le nouveau film de Xavier Dolan. Ah, Ah paraît ouais, que c'est bon. Mathias et Maxime, ouais, il revient au Québec, Ouais. on est content. Ouais. C'est plus tendre, plus émotif que d'habitude. Ça lui va bien. Je suis aussi allée voir le Joker. Ah oui. Ah, le fameux Joker. Le fameux Joker. Là, si on se fie aux médias sociaux, c'est un film incroyable. Ben oui, c'est mais génial. si on se fie à ce que moi j'ai vu dans la salle hier, c'est pas un film incroyable du tout. Par contre, c'est une performance incroyable. Fait que Oui. si vous avez un pool pour les Oscars, vous pouvez déjà mettre le nom de Joaquin Phoenix. Ça devrait être gagné. Mais c'est un film qui tient pas ses promesses, malheureusement, qui nous parle pas, comme tout le monde le dit, des incels, ou qui nous parle pas du monde dans lequel on vit. Ça reste un film de super-héros. Si on veut parler d'Incel ou comprendre l'Incel, il faut lire du Michel Houellebecq. En fait. Je pense Exactement. qu'on va avoir une meilleure introduction. Julie-Pierre Nadeau, vous allez bien, vous? Oui, je vis un peu dans une bulle médiatique depuis Oui. 2 semaines pour des raisons évidentes, mais Oui. D'ailleurs, on va en reparler. Bon, on va en parler, je pense. Je pense qu'on est prêt. On pourrait y aller tout de suite. On va en parler tout de suite parce que l'heure est grave, je pense. I believe it or not, I watch my words very carefully. There are those that think I'm a very stable genius, okay? I watch my words very, very closely. And to have somebody get up and to totally fabricate a conversation that I had with another leader and make it sound so bad, it was so evil. Alors, c'est pas le Joker qu'on entendait, mais Donald Trump. Non. Depuis quelques jours, c'est un peu n'importe quoi, ces conférences de presse. Ouais. Donc, en fait, on en a parlé depuis qu'il est président. On a évoqué la possibilité à de nombreuses reprises. Mais là, c'est vrai, Donald Trump fait maintenant face à une procédure de destitution, ou plutôt à une enquête qui pourrait mener à un impeachment. Mais on va revenir sur le processus. Oui, ben, allez-y, moi je vais vous entendre parce que j'ai encore l'impression, et là je suis peut-être cynique, que tout ça va encore être un pétard mouillé et qu'il ne se passera rien avec ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques comme vous, Fred, mais permettez-moi peut-être de recommencer par une petite rétrospective des événements parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans les 2 dernières semaines. Peut-être des gens qui sont un peu mêlés dans tout ce qui Dans est la sorti. chronologie, oui, allez-y. Dans la chronologie. Donc, tout ça a commencé avec une plainte d'un lanceur d'alerte, un whistleblower en anglais, qui expliquait en fait qui relatait un appel entre le président Trump et le président de l'Ukraine, M. Zelensky, dans lequel M. Trump aurait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur celui qui devrait être son opposant en 2020, Joe Biden. Joe Biden. Je ne fais pas de prédiction, mais selon les sondages, ça pourrait être Joe Biden. En fait, ça a déboulé en toute une histoire. Mais avant d'aller plus loin, je dis pourquoi on demande. En fait, en quoi l'Ukraine joue un rôle là-dedans? Ouais. Oui, pourquoi l'Ukraine? En fait, tout ça découle d'une théorie du complot. Et là, je sens que ma chronique va partir en débandade. Non, mais attendez, Christophe Dufault, je vous entends ricaner.
Ben, je me demandais pourquoi pas la Biélorussie ou un Oui. autre pays, en fait. Oui, c'est ça. Non, il y a une raison pourquoi l'Ukraine. En fait, il y a une théorie qui dit que ce serait plutôt l'Ukraine et non la Russie qui se serait ingérée dans les élections ça, c'est intéressant. de 2016. Ouais, Monsieur Trump s'est accroché à Ouais. cette théorie du complot, qui a été démentie depuis très longtemps, mais comme d'autres faits démontrés, le président l'ignore totalement. Et donc, il a poursuivi cette voie-là. Et aussi, pourquoi l'Ukraine? Mais parce que, justement, il demande à l'Ukraine de faire enquête sur Joe Biden, qui aurait demandé, alors qu'il était vice-président, à l'Ukraine de changer de procureur général pour essayer de diminuer le problème de corruption qu'il y avait dans le pays. OK. C'était une des politiques d'Obama. Il y a eu une aide quand même Internationale. des États-Unis OK. et de d'autres pays à l'Ukraine. Donc, c'était une des conditions, essayer de combattre la corruption. Ça incluait de changer de procureur général. Et donc, c'est la demande que Joe Biden avait fait. Par contre, l'administration Trump soutient que c'était pour éviter au fils de Joe Biden, Hunter, une poursuite, donc une poursuite contre lui, que ça serait pour ça que le procureur Espèce de aurait marchandage, été en fait. limogé. Ouais. Oui. OK. Donc, accusation de corruption contre Joe Biden que M. Trump essaie de démontrer depuis. C'est pourquoi il a demandé l'aide de l'Ukraine. Mais là, tout ça montre en fait un abus de pouvoir parce que dans cette demande-là, M. Trump ne défend pas l'intérêt des États-Unis, il défend son intérêt personnel, évidemment. Et d'autre part, mais c'est d'activement demander à une puissance étrangère de s'ingérer dans les élections de 2020. On se rappelle que tout ça s'est passé en juillet au moment où le rapport Mueller est sorti. Oui. Donc, juste pour rajouter au contexte, c'était vraiment le parfait timing. Et là, donc, depuis les semaines, on voit certains faits qui sortent. Il y aurait l'Australie qui aurait été impliquée aussi. Il y aurait eu une demande à l'Australie. Aujourd'hui, M. Trump a demandé à la Chine d'enquêter sur M. Biden. Donc, il en rajoute de plus en plus. On le voit donc qu'il essaie de se défendre dans les médias. Il a attaqué le lanceur d'alerte, a attaqué les sources du lanceur d'alerte, a dit que c'était des espions, donc que ça pourrait être comparaître pour trahison, alors qu'on se rappelle qu'une trahison, c'est pas envers une personne, mais envers les États-Unis au complet. On est loin d'un cas de trahison ici. Parle évidemment d'une chasse aux sorcières, encore une fois, mais tout ça démontre que le président ne comprend pas ou ne veut pas comprendre le fonctionnement de l'administration américaine. C'est le devoir du Congrès, en fait, d'enquêter. On le sait depuis longtemps. En même, on a l'impression que... Oui, mais cette façon, on dirait que il est vraiment sorti dans sa bulle de... Il veut... Rudy Giuliani, qui est son avocat personnel, a parlé cette semaine de poursuivre le Congrès. En fait, c'est que c'est resté dans la mentalité de poursuivre de M. Trump qui avait l'habitude des poursuites pour diffamation avant ou d'intimider ses adversaires. Donc, on reste dans cette dynamique-là et non dans le cadre présidentiel. C'est fascinant, Trump, parce qu'il vit dans son univers à lui. C'est comme un fou, quelque part. Mais en même temps, tout tourne autour de lui. Oui. C'est juste lui. Lui, les règles normales ne s'appliquent pas à lui. Il se sort toujours de tout. C'est un phénomène quand même hallucinant. Parce que les règles, dans le fond, quand tout le monde les respecte, mais si quelqu'un décide de ne pas les respecter, il n'y a plus rien. C'est ça, il est très puissant quelque part. En même temps, il doit être impuissant. Et moi, la seule question qui m'intéresse... À quel niveau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un phénomène de compensation, peut-être? Oui, peut-être. Il y a une belle femme. Je ne sais pas si ça rapporte. Mais la question qui m'intéresse, est-ce que ça a augmenté ou non ses chances d'être élu? Au fond, c'est pas un peu la... Parce que est-ce que c'est un phénomène, une aberration? Ou c'est un nouveau type de politicien qu'on va avoir de plus en plus? Parce qu'on peut se poser la question. En fait, c'est tout le problème en ce moment parce qu'au-delà du fait que c'est un devoir constitutionnel du Congrès d'enquêter sur des agissements comme ça du président, les démocrates n'avaient pas vraiment le choix, dans ce cas-ci, de lancer une enquête. Est-ce qu'ils n'avaient pas le choix ou... Mais il y a aussi une démarche politique. Oui, c'est ça. Si on fait la comparaison, par contre, avec le rapport Mueller, il y a quand même une implication directe du président dans ce cas-ci. Donc, les allégations sont quand même un peu plus claires et quand même plus graves. Donc, la décision de lancer une enquête est en soi assez évidente. Par contre, la population américaine reste assez divisée et les élus aussi restent très divisés, ce qui, effectivement, amène beaucoup de gens à dire pourquoi se lancer là-dedans alors qu'on sait un peu comment ça va se terminer. Les démocrates, en fait, font le pari que peut-être qu'avec
une enquête plus approfondie. On le sait, ils ont convoqué d'autres témoins à comparaître bientôt. Ils attendent aussi des documents de la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, ils l'ont dit hier encore, que si la Maison-Blanche faisait encore une fois obstruction, donc décidait de ne pas collaborer ou de ne pas soumettre les documents comme ils l'ont fait pour les relevés de taxes de Donald Trump et d'autres documents, mais cette fois-ci, ils rajouteraient une charge d'obstruction à la justice. Donc, la Maison-Blanche le président pourrait se retrouver devant un impeachment pour obstruction à la justice parce qu'il ne veut pas collaborer avec l'enquête. Mais là, je me lance dans des technicalités. En fait, toute la procédure d'impeachment est un peu un débat politique en ce moment, dans le sens où les démocrates font le pari qu'ils vont réussir finalement à montrer le côté le plus sombre, si on peut dire, de Donald Trump, à convaincre les Américains qu'il ne devrait pas être président. Mais effectivement, c'est risqué parce que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants, donc ceux qui vont éventuellement porter les accusations et donc décider si le président fait face à l'impeachment ou non. Mais ensuite, l'impeachment, c'est seulement la première étape parce que c'est l'équivalent d'une accusation. Et par la suite, le Sénat fait ce qui serait l'équivalent d'un procès pour décider si le président doit être retiré. Condamné, dans le fond. Condamné, donc retiré de son poste. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que c'est un cow-boy, ce gars-là, depuis le début. Et donc, ce qu'on est en train de découvrir, nous, on ne le découvre pas vraiment, mais ça ne fera pas peur à sa base. Tout à fait. C'est là, en fait, le calcul des républicains en ce moment. Et là, il y a un coût électoral pour l'instant pour tout élu républicain à se montrer visiblement contre Trump. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui va aller du côté des démocrates pour le moment. Par contre, on sent qu'il y a un certain malaise chez les élus républicains. Cette semaine, un des vétérans du Sénat, Chuck Grassley, a dit « Écoutez, vous ne pouvez pas vous attaquer à un lanceur d'alerte comme ça. C'est un processus légal qui est là pour une raison, puis on doit les protéger. » Puis, il y a d'autres sénateurs aussi, Mitt Romney, entre autres, qui a dit « Écoutez, on va attendre de voir où ça s'en va. Il y a quand même des faits là-dedans qui restent troublants. On aimerait ça faire la lumière sur les choses. » Donc, beaucoup de républicains qui, contrairement à la situation qu'on avait vue avec le rapport Mueller, ne sont pas systématiquement montés aux barricades pour défendre Trump. Après, est-ce qu'ils vont changer d'avis dans les prochaines semaines? Ça reste à voir. Du côté de l'opinion publique aussi, on voit qu'il y a une tangente vers un plus grand appui pour l'impeachment. Donc, une majorité de démocrates, évidemment, mais maintenant une majorité d'indépendants qui appuient la démarche de la Chambre des représentants. Et chez les républicains, ça reste un faible appui, mais on a vu, il y a des sondages qui sont sortis récemment, il y a une partie de l'électorat qui a été clé pour Donald Trump, les électeurs blancs qui ont un diplôme universitaire. Hétérosexuel, sûrement. C'est pas spécifié. Mais électeurs hommes et femmes blancs, donc l'électorat des banlieues, en fait, qui a été un électorat clé pour Trump, comme je le disais, qui, eux, commencent aussi à pencher du côté, à être plus favorables à l'impeachment. Donc, il y a quand même certains républicains qui disent « Écoutez, il ne faudrait pas que ça traîne trop longtemps parce que c'est pas en train de nous aider, tout ça. » C'est une bataille qui s'annonce pour être assez longue. Donc, je le disais, le processus... Qui va aller jusqu'aux élections, même au-delà, probablement. Peut-être pas. En fait, bon, ça peut pas vraiment aller au-delà des élections si M. Trump n'est pas réélu. Mais s'il décide qu'il reste, même s'il n'est pas élu. Parce que moi, c'est un autre débat. Moi, je l'ai déjà dit, mais je ne serais pas étonné que devant une victoire des démocrates, ils disent que les résultats sont truqués et que la situation est trop grave pour changer de gouvernement. Et après ça... Un genre de coup d'État. Là. Totalement. Moi, je serais vraiment pas étonné de ça. Moi, je me lancerai pas là-dedans. mais tout ça... Oui, Christian Dufault. Ce serait quand même étonnant que ça aboutisse, l'impeachment, parce que c'est un processus qui est quand même beaucoup politique. Et moi, je me demande si... mais remarquez, c'est difficile d'être rigoureux dans ce thème-là, hein, parce qu'on a tellement affaire à un phénomène hors du commun. Mais quelque part, quand même, on en fait une victime, puis il est quand même assez à l'aise là-dedans, M. Trump, dans la controverse, puis l'irrationnel, tout ça. Et on se souvient quand il y avait eu la procédure là, de décision à l'égard de Bill Clinton là, pour des trucs de sexe, là, il y avait quand même à l'époque une partie des démocrates, en fait, qui avaient voté contre Clinton. Alors qu'actuellement, ce qui me fascine, c'est qu'évidemment, vous dites que les républicains, il y a certains républicains qui sont moins...
fan de Trump ces temps-ci, mais il ne s'oppose pas à lui directement. Ouais. C'est Tout à quand fait. même, il n'est pas désavoué par le Parti républicain. Tout à fait, parce que c'est un coup électoral. M. Trump, son grand succès, en fait, c'est sa base. Et on l'a vu, les gens qui se sont attaqués à lui par le passé ont fait face à des challenges dans les élections. Donc, les républicains sont très frileux. Et il y a beaucoup d'analystes qui disent, en fait, que s'il y a un mouvement contre Trump, ça va devoir être un mouvement de masse ou de plusieurs personnes, parce qu'il n'y a personne qui veut être le républicain qui va aller contre Les le gens ont président en ce peur. moment. C'est le principe trop- de c'est vraiment- l'intimidation. c'est C'est ça, vraiment c'est ça. à juste- C'est C'est vraiment ça. le principe de l'intimidation. Ouais. Mais donc, effectivement, ça pourrait être une démarche assez coûteuse pour les démocrates parce que si ça fait comme le rapport Mueller, en fait, M. Trump va pouvoir se servir du fait que le Sénat l'aurait acquitté pour dire, écoutez, j'ai rien fait de mal, c'est les démocrates qui s'acharnent sur mon cas. Donc, il va falloir attendre les développements pour savoir où on s'en va avec ça. C'est un dossier qui est assez complexe. J'ai essayé de Vous avez bien fait résumer ouais, ça, mais ouais. en fait, ça va être de voir si, encore une fois, M. Trump est assez coriace pour survivre à une autre tempête comme il l'a fait avec tous les autres scandales qui sont tombés sur lui. Alors, merci beaucoup, Julie-Pierre Nadeau, pour ce petit résumé de cette situation-là. Vous allez revenir nous en parler. On va laisser ça, évidemment, se développer, mais ça va être sûrement plein de jolis rebondissements. Merci beaucoup, Julie-Pierre. C'est important pour les gens de savoir personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu'une femme devrait avoir le choix? Alors, vous le savez très bien que quand j'étais toujours ouvert avec ma position, la chose qui est essentielle... Non, vous n'avez pas été ouvert. Non, Est-ce que personnellement... Personnellement, je vais assurer qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir ce débat. Alors, toi, Paul Journet, tu devais être avec nous dès le début de l'enregistrement de cette semaine. Malheureusement, tu avais un petit vomi à régler à la maison, petite crise vomi à la maison. Oui, tout est nettoyé. Oui. Oui. Et là, on va rester un peu dans le vomi. Donc, on vient d'entendre Justin Trudeau qui commente. Bon, il y avait le débat à TVA, et là, il y a eu en fait, d'entrée de jeu, le débat s'est ouvert là-dessus, une attaque croisée sur la position anti-avortement du pro-vie d'Andrew Scheer. Comment t'as perçu ça? Ben, écoute, Andrew Scheer a commencé en mangeant quelques coups de bâton de baseball sur la tête. Là, c'est drôle, les stratèges conservateurs, à la fin du débat, ils avaient l'espèce d'image en disant Andrew Scheer a frappé un coup de circuit. Oui. S'il y a un coup de circuit, En anglais. c'est ça. Oui, c'est Parce ça. qu'en français, il marquait un point. Oui, Donc, exact. un circuit en solo. Mais s'il y a un circuit en solo, la balle, c'était sa tête, parce que c'est sur lui qu'on frappait au début du débat. Puis c'est une blessure auto-infligée, parce que ça aurait été tellement simple pour lui de désamorcer ça. Ouais. Puis je vais te faire un parallèle avec Stephen Guilbeault, qui se lance avec les libéraux. On le sait, écologistes, était contre l'oléoduc Trans Mountain. Les libéraux l'ont acheté. J'ai animé un débat plus tôt cette semaine, puis Stephen Guilbeault, évidemment, se posait la question prévisible, puis il dit tout de suite, moi, personnellement, je suis contre l'achat de l'éoléoduc. Ouais. C'est vrai que je me suis rallié à une formation politique qui défend ce bilan-là, mais je me rallie malgré ce différend parce que dans l'ensemble de la chose, je suis d'accord avec eux. Andrew Scheer aurait pu faire quelque chose de similaire en disant... de tuer la controverse dans l'œuf. Exact, en disant, moi, vous me connaissez, Ouais. personnellement, je suis contre l'avortement, mais mon parti politique, mon gouvernement ne rouvrira pas le débat. Mais ça, est-ce qu'on peut Et lui faire il n'a pas été confiance? capable de le faire. Ben, C'est dur à dire. oui, mais moi, je vous dirais, regardez Stephen Harper. Ouais. Stephen Harper, même chose. C'est vrai. Il a été au pouvoir longtemps, pendant quelques années majoritaires. C'est la même situation qui prévalait, c'est-à-dire qu'il avait des députés pro-vie dans son caucus qui ont essayé de déposer des projets de loi privés, mais le gouvernement lui-même n'a jamais déposé de projet de loi. Et les membres du gouvernement, on leur demandait de voter contre. C'est la position qui était sous M. Harper. C'est la même de M. Scheer. Donc, on peut quand même se fier au passé. Est-ce que tu penses que ça va lui nuire de cet aveu-là sur le plan électoral? Je pense que ça lui nuisait déjà pour l'avortement, puis ce qui lui a nuit, c'est l'ensemble de sa performance. Parce qu'il avait l'air clairement, il avait l'air presque amorphe, il avait l'air éteint. C'est pas lui qui défend un bilan, il est censé être à l'offensive, puis il avait l'air complètement déstabilisé dès le début. Bon, il y a eu des tentatives de controverse. Là. En fait, les partis, les chefs ont tenté de s'attaquer. Entre autres, Yves-François Blanchet a été critiqué principalement sur sa position, en fait, sur le côté vert du bloc.
Oui, parce que le Bloc essaie vraiment de mener une campagne là, beaucoup sur l'environnement. Oui. Et les libéraux, voyant qu'Yves-François Blanchet monte dans les sondages, d'ailleurs, il sera en tête dans le vote francophone, qui est le vote déterminant au Québec, ben, ils disent attention, là, vous étiez ministre de l'Environnement du gouvernement Marois. Et donc, c'est vous qui êtes derrière le feu vert à l'exploration pétrolière Anticosti, à la cimenterie mécaniste, qui va être le plus grand pollueur industriel du Québec. Oui. Exempté de la prochaine loi environnementale de la CAQ. Oui, bien ça c'est un peu plus compliqué. Oui, on en parlera. Mais, sauf que, et là, ce que Yves-François Blanchet dit, c'est c'était l'exploration pétrolière, pas l'exploitation. Et les forages, c'était pour faire des tests. Et personnellement, j'étais un des moins enthousiastes de mon gouvernement pour aller forer. Évidemment, ça, c'est invérifiable. Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Moi, je peux dire que j'étais à Québec, à l'Assemblée nationale. Je couvrais particulièrement ce dossier-là. Et mon impression, moi, je fais confiance à M. Blanchet quand il dit qu'il était plutôt dans le camp de ceux qui disaient « Faites attention là, au sein du gouvernement avant d'aller trop rapidement dans l'exploration. » Et lui, le pari de Blanchet, c'était de dire « OK, on va faire quelques forages Anticosti pour obtenir les informations scientifiques. Parce qu'il faut quand même que tu aies un peu de forage pour savoir de quoi est composé le sol, c'est quoi le potentiel, etc. » Puis lui, il avait confiance qu'à la suite des forages, probablement on allait pas aller de l'avant avec l'exploitation. C'est un pari, mais il y a quand même une logique dans son raisonnement qui se défend. Yves-François Blanchet a été aussi accusé, parce qu'à la fin du débat, il a terminé sa déclaration en disant « Demain vous appartient ». Il parlait aux électeurs du Québec des enjoindre de voter pour le Bloc. Et là, Demain vous appartient, il y a des Canadiens anglais sur les réseaux sociaux, entre autres, qui ont vu ça comme une espèce de parallèle avec Tomorrow Belongs to Me, une chanson chantée par les jeunesses hitlériennes dans la comédie musicale Cabaret. On vit une époque formidable. Oui, mais quand tu commentes la politique québécoise, puis tu parles pas français ou tu connais pas la culture québécoise, ça commence avec 3 prises. Oui. Écoutez, on le sait, c'est un clin d'œil à la chanson de Stéphane Venn, à partir d'aujourd'hui, Demain nous appartient, la chanson du PQ en 76. En fait, lui, il faisait référence à ça, à la chanson du PQ. C'était assez évident, là, c'était gros comme le bras, comme clin d'œil, mais bon. Mais là, il y a eu l'autre controverse. Écoute, quand on veut, on peut faire des controverses. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et il y en a une autour du NPD, en fait, de cette clip vidéo au marché Atwater. Parle-nous de ça un peu, parce qu'il y a quelque chose de très, très juteux derrière ça. Oui, donc on résume. Jack Meeting est au marché Atwater. Un homme va le voir et lui dit, de façon un peu, comment on dit en français, creepy. Oui. Il lui susurre presque dans le creux de l'oreille, d'un ton autoritaire. Votre turban, vous devriez l'enlever. Vous devriez avoir l'air d'un Canadien. À Rome, on fait comme les Romains. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour que dans le Canada anglais, on dise, regardez, c'est l'exception québécoise. Le fameux racisme sous-entendu, les Québécois sont intolérants. Et ça va nuire particulièrement à Jack Meeting au Québec. Or, quelques éléments qu'on a oublié de dire. Un, c'est mon chien Mira, désolé. L'homme parlait en anglais. Il lui a dit faites comme un vrai Canadien et non pas comme un vrai Québécois. Quand on regarde les sondages, c'est pas que dans le Québec que le turban de M. Singh est une controverse. Oui, tout à fait. Et aussi, l'homme, à la fin de la conversation, il dit quand même Monsieur Singh, je vais voter pour vous. Oui! Donc, c'est un peu... mais si on veut le résumer en 5 secondes, on peut dire Jack Meeting au Québec se fait apostropher par son turban. Oui, c'est plus punché. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on va mettre d'ailleurs la clip vidéo sur la page Facebook de la balado. Bon, justement, parlons de Jack Meeting, sa performance au débat, parce que lui a quand même beaucoup de croûtes à manger au Québec pour aller chercher des appuis. Comment tu as trouvé sa performance? Je l'ai trouvé bon. Premièrement, son français était mieux que ce à quoi je m'attendais. Aussi, il avait l'air quand même décontracté. Il n'avait pas l'air sur la défensive. Il réussissait bien à attaquer M. Trudeau sans non plus avoir de l'air trop agressif, trop de mauvaise foi. J'ai trouvé bon, mais je me demande s'il est un peu trop tard. Oui, tout à fait. Et moi, je peux dire que comme journaliste, des fois, j'ai un petit malaise avec des partis qui sont dans une situation comme le NPD où, à partir du moment où on voit qu'ils sont loin dans la course, on a l'impression que c'est une course entre les libéraux et les conservateurs sur le plan canadien, puis au Québec avec le Bloc québécois. Donc, on ne parle plus de Jack Meeting, à part pour ses difficultés, on ne parle plus du programme. C'est devenu une quantité négligeable. Oui, puis ça devient un cercle vicieux.
Donc, je trouve ça le On fun. croirait Je trouve entendre ça- Jean-François Lisée. là. Oui, mais il avait pas tout à fait tort. ouais. C'est sûr qu'il aurait pu s'aider en faisant une meilleure campagne, mais il avait pas tout à fait tort. Et je me demande si Jack Meeting est rendu trop tard pour renverser cette impression-là. Elisabeth May n'était pas invitée au débat. C'était un débat de TVA, donc qui invitait qui voulait. Il y a beaucoup de gens sur les médias sociaux encore qui, le lendemain, ont dénoncé, en fait, parce que là, il y avait les publications des photos officielles de seulement des hommes pour parler d'avortement, entre autres. Heureusement, c'était pas juste des hommes blancs. Mais est-ce que tu as l'impression que ça peut aider le Parti vert Non. du fait de ne pas avoir été là? Non. Non? Non, absolument pas. Mais Parce par que, rapport à la clientèle, parce que la clientèle qui vote Parti vert n'est pas nécessairement celle qui écoute la télévision. Oui, mais Mme May, justement, a besoin d'aller au-delà de sa base. Là. Ça fait quand même quelques élections qu'elle essaie de gagner juste avec les purs et durs convaincus verts, puis on voit ce que ça donne. Là. On est rendu à 3 sièges grâce à une partielle et une défection. Mais c'est ça, mais très peu, environ 10 Non, elle avait besoin absolument de visibilité. C'est la chef qui avait le plus besoin de visibilité. Puis c'est un peu étrange, c'est quand même la doyenne à la Chambre des communes parmi les chefs. Elle avait déjà été invitée au débat dans les précédentes élections, mais TVA a décidé de faire bande à part parce que le Parti vert, même s'il a des sièges au Canada, il n'en a pas au Québec. Mais si le Canada anglais reprenait la même logique, le Bloc québécois ne serait pas invité à ces débats. Or, le Bloc est invité dans le débat en anglais. On va pouvoir entendre M. Blanchet la semaine prochaine. Bon, là, nous, on se revoit la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des dates ou en tout cas des événements qui peuvent être assez importants pour la semaine à venir que toi, tu vas surveiller? Ben, les débats. Le débat en anglais lundi et le débat en français du consortium qui sera jeudi, je crois. Donc, ça va être déterminant. Puis, ce que je veux aussi surveiller, c'est qu'il va y avoir quelques sondages qui arrivent bientôt. À quel point est-ce que les commotions cérébrales encaissées par Andrew Scheer au débat vont se répercuter dans les sondages. Mais merci, Paul. Merci pour cette chronique. Et surtout qu'on n'a pas parlé du tout de Maxime Bernier. Alors ça, c'est une victoire pour la démocratie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Je vous cite au 19 octobre 2018. Donc, après l'élection, mon objectif est très clair, c'est qu'en 2022, il y ait un nouveau mode de scrutin qui soit mis en place. Alors, comment pouvez-vous dire aujourd'hui que vous avez rempli votre promesse? Comment pouvez-vous mettre un crochet dans la petite case sur la fichette de nom? Bien, je l'ai dit tantôt, j'ai été très transparent. Pendant un certain temps, j'ai souhaité que le nouveau mode de scrutin s'applique pour 2022, mais vous le voyez, là, puis je pense que vous allez le réaliser dans les prochaines heures, comme je l'ai réalisé dans les derniers mois. C'est complexe par région, combien de circonscriptions, combien de candidats. J'avoue là, que c'est plus complexe que ce que je pensais, que ce qu'on pensait, et c'est pour ça qu'on dit il doit y avoir approbation de la population. On ne se trompe jamais en demandant son avis à la population. Alors, on entendait François Legault, évidemment, qui est un petit peu moins vendeur qu'au début avec son projet de réforme du mode de scrutin. Il nous donne le goût de trouver ça complexe. Alors, pourquoi on entend François Legault? Ben, c'est parce que, Christian Dufour, on vous a invité pour votre livre qui est paru il y a quelques temps. Il est paru le 13 août. 13 août, donc le pouvoir québécois menacé, non à la proportionnelle, avec un point d'exclamation. Parlez-nous un peu de vous pour situer, si nos auditeurs ignorent, ne vous connaissent pas. Ben moi, je disais au début que j'étais un bâtard, mais il y a un côté vrai quand même. C'est que moi, j'ai eu 3 carrières, en fait, parce que j'ai un certain âge canonique. Oui. Donc, j'ai travaillé comme fonctionnaire dans un premier temps, entre autres comme négociateur pour le gouvernement du Québec. Sous quel premier ministre? À l'époque, ça fait tellement longtemps. Il y avait même à l'époque de Robert Bourassa, à l'époque de Lucien Bouchard, j'oublie en tout cas. Oui. Donc, ça m'a beaucoup sensibilisé sur le pouvoir québécois, parce que j'ai fait les 10 provinces pour négocier avec les autres gouvernements, puis on était vraiment dans l'intérêt national du Québec, etc. Ensuite, j'ai publié mon premier livre il y a 30 ans, qui s'appelle Le défi québécois, 30 ans tout juste, et qui a marché quand même, moi, beaucoup, là, je dois le dire, ça fait 30 ans, donc on peut le dire. Ce qui fait que c'est à l'époque de l'accord du Lac Beach, et là, ça m'a amené vers une carrière universitaire, mais un peu à ma façon, un peu bâtard aussi. J'ai pas de doctorat, j'avais une charge d'enseignement à temps plein, de recherche à temps plein, donc j'étais à l'ENAP. Et ensuite, j'ai eu un côté médiatique. Depuis, je me suis mis à faire des analyses médiatiques, du commentaire médiatique, et beaucoup en définitive. Ce qui fait que ce qui est intéressant maintenant, c'est que moins d'usure, je trouve. C'est que les gens que je réalise, les gens qui ont fait la même chose pendant 30 ans, 35 ans, même si ce sont des domaines intéressants, ils peuvent devenir tannés. Alors que moi, je ne suis pas vraiment tanné. Vous avez encore la passion. Bon, là, évidemment, je voulais vous inviter parce que nous, l'an dernier, on a eu Jean-Pierre Charbonneau, on a parlé de la réforme du mode de scrutin. Moi, j'étais assez pour l'instauration de la proportionnelle. Mais là, j'ai lu votre livre et
Il y a des bons arguments, quand Merci, même. merci. Merci de l'avoir lu. Moi, oui. c'est ça qui est important. Oui. Quand on écrit un livre, les gens qui lisent mon livre, je les aime tous. Mais oui, mais moi, quand j'invite les gens ici, j'ai tendance... En fait, je me fais un devoir de lire leur livre ou d'aller voir leur spectacle. Ça fait des meilleures entrevues, je pense. Alors, bon, vous avez, on peut le dire, quelques réserves sur une réforme du mode de scrutin. Entre autres, votre thèse centrale, peut-être, si on pourrait dire, c'est que vous avez l'impression que la proportionnelle affaiblirait le pouvoir de la majorité francophone québécoise. Ben, je dirais que dans le livre, en fait, c'est aussi un livre sur le pouvoir québécois. Oui, hein. oui. On ne parlera pas trop de la réforme en tant que Non, telle, non, mais- là, parce qu'on en a parlé beaucoup, puis... C'est comme une étude de cas, en fait, Oui, la c'est ça. réforme du mode de scrutin, Oui. de ce qu'il ne faut pas faire si on tient un pouvoir québécois. Bon, en lui-même, le mode de scrutin actuel qui est si critiqué, moi, je le défends. Oui. Je trouve qu'on est injuste à son égard. Il n'est pas parfait, évidemment, Oui. en politique, c'est jamais parfait. Mais je trouve qu'il tient bien globalement la route, plus que la proportionnelle qui est idéalisée, qui a un tas d'effets pervers dont on ne parle pas, parce que c'est facile d'idéaliser quelque chose Qui n'existe pas. qui n'existe Ouais, pas. ouais. Et puis, il y a- Mais elle existe ailleurs, quand même. Oui, mais il y a certains beaucoup de modalités. Puis Oui. dans mon livre, j'essaie de faire ressortir des effets pervers. Oui. Donc, il y a cet élément-là. Non, mais attendez, pas trop vite. Là, vous dites que le système actuel, le mode uninominal à un tour, Ouais. de tradition britannique, est un bon système. Oui, parce qu'il il fait l'essentiel, en fait. C'est qu'il permet, en fait, d'avoir des gouvernements forts. Oui. On n'est pas indépendants, les Québécois, mais on a un système qui nous donne des vrais premiers ministres, des vrais gouvernements, et congédiables. Oui. On peut les mettre dehors. On l'a vu lors de la dernière élection. Oui, mais On ça, l'a- c'est... Parce qu'avant ça, on a eu longtemps le Parti libéral Oui. pendant 15 ans. Oui. Au fédéral, on peut mettre un gouvernement dehors, puis on a deux options. On Non. a les libéraux, puis on a le Parti conservateur. Là, c'est exceptionnel au Québec. On a réussi Là, il y a la CAQ, quand même. à ce qu'une troisième voie et même une quatrième à Québec solidaire. Oui, tout à fait. Les deux. Mais c'est très Fred, difficile. Fred, je trouve qu'il faut juger l'arbre à ses fruits. Là. Oui. Là, lors de la dernière élection, pendant très longtemps, les intellectuels souverainistes souvent se lamentaient en Oui. disant le mode de scrutin Nous défavorise. non, installe les libéraux au pouvoir Oui. pour toujours. Il faut la proportionnelle pour qu'enfin les francophones. Bon, c'était pas sérieux, tout ça. Ça, à mon avis, pourquoi les libéraux sont restés au pouvoir si longtemps, c'est qu'il y a une trop grande partie de l'intelligence québécoise qui était restée accrochée à une souveraineté dont les Québécois ne voulaient pas. Bon. C'est ça qui est Et ça, installé. vous en parlez dans votre livre, c'est intéressant. Vous dites, dans le fond, vous dites le grand échec contemporain, là je vais vous citer, le grand échec contemporain du Québec a été de ne pas avoir été capable de dépasser les effets structurants négatifs de la conquête. Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que dans les milieux souverainistes et nationalistes, entre autres, on a souvent qualifié, et c'est l'école de Montréal, je pense en histoire, que la conquête est un traumatisme. Bon. Alors que l'école de Québec, elle, voit du positif et vous avez l'impression que le mouvement souverainiste n'a peut-être pas été capable de voir les effets positifs de la conquête. C'est-à-dire que la conquête, puis c'est la base quand même de ce que j'ai écrit depuis 30 ans, elle est double. Je trouve que c'est Oui. une conquête avec ce que ça implique d'oppression, Oui. de traumatisme, c'est réel. Mais en même temps, c'est une fécondation. Oui. Et c'est difficile. Si ça avait été juste une oppression, ça ferait longtemps que le Québec serait indépendant. Je veux Oui. dire, les Ou francophones disparu. sont- Non, mais ouais, peut-être disparu, mais je pense Oui. que c'est difficile de faire disparaître nos ancêtres. Oui. Il y a une volonté de puissance, il y a une force dans le Québec. Souvent, les Québécois se voient de façon un peu faible, misérabiliste. Ouais. Moi, je trouve qu'on est la seule tentative de la France à son apogée, à l'époque de Louis XIV, de se transplanter ailleurs. C'était Ouais. ça, la Nouvelle-France. Oui. Et dans les 60 000 paysans, là, les anciens Canadiens de 1760 qui ont été conquis par les Anglais, dans leur identité, ils ne parlaient pas beaucoup, ces gens-là, mais il y avait une volonté de puissance, il y avait Ouais. quelque chose de concentré. Donc, c'est ça le paradoxe. Je trouve qu'il y a un côté puissant dans le Québec, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Et je trouve que dans le mouvement souverainiste, moi, j'ai toujours dit que le PQ, leur problème, c'est qu'il n'y avait pas le bon peuple, en fait. Hein? Je veux dire, c'est que... Non, mais c'est vrai, il y a une dynamique européenne. Ouais. Ils oublient que le peuple québécois, c'est un vieux peuple nord-américain, c'est un peuple Ouais. canadien. Ouais. Oui. Les institutions britanniques qui nous ont été léguées, loin d'être l'héritage du méchant conquérant, ça Ouais. nous a renforcé à beaucoup d'égards. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette complexité-là, Ouais. cette ambiguïté-là. Oui, sauf que, et là c'est drôle parce que vous parlez, il faut que je retrouve ça dans mes notes, mais c'est intéressant, vous parlez de en fait la période du gouvernement Murray avec Ouais. le Monseigneur Brillant, et vous dites que c'est étrange, il n'y a aucun cinéaste au Québec qui s'est attardé à... Moi, est-ce à qu'il y a un faire- film- est-ce qu'il y a un Non, film c'est que- ça. Non, ok. mais c'est ça. Là, vous dites dans votre livre qu'il faudrait qu'un cinéaste fasse un Oui, film c'est sur fasc- cette période-là c'est fascinant. avec le French Party. Racontez-nous un peu. Ben, c'est parce que moi, il y a 30 ans, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais très naïf et candide. Je connaissais personne. Je n'étais pas dans le monde universitaire. Puis, mais le sujet m'obsédait. Et là, je me suis dit, il faut que je m'intéresse à quand les Anglais sont arrivés. Oui. Tu sais, quand la conquête est arrivée, comment ça s'est noué, la relation? Oui. Je ne prétends pas être un historien pour le reste, mais cette période-là, j'ai beaucoup fouillé. Puis dans le Défi québécois que j'ai publié il y a 30 ans, ça a été traduit en anglais, ça a été soumis à beaucoup de critiques. Puis je pense que je ne me suis pas totalement trompé. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que
Il y a vraiment un côté double dans la conquête. Et le phénomène, ce qu'on appelle le French Party. Oui. Bon, dans un moment, c'est les Britanniques qui arrivent, l'ennemi héréditaire des Français. Il Oui. ne faut pas oublier ça. C'est Oui. un gros traumatisme pour les anciens Canadiens d'être. C'est une conquête. C'est pas une défaite, c'est une conquête. Oui, oui. On, on est livré. Et les élites françaises sont parties. Oui. Hein, Oui. les seules élites qui restent, ce sont le clergé. c'est le clergé. Bon, mais en même temps, c'est quand même le 18e siècle, le siècle des Lumières, la France, l'Angleterre, c'est pas la barbarie totale non plus. Non? Donc, à ce moment-là, les deux côtés se manifestent. Et un élément intéressant qui est crucial, à mon avis, c'est que peu de temps après la conquête, le premier gouverneur Murray s'est attaché aux anciens Canadiens qui l'a mis à défendre contre les méchants marchands britanniques capitalistes qui sont arrivés. Et il y a eu le phénomène qu'on a appelé le phénomène du French Party, qui s'est constitué assez rapidement, qui s'est mis à défendre les intérêts des anciens Canadiens qui n'avaient pas d'élite, et c'était les Anglais. Oui. Mais le motif derrière ça? Ben, c'est sûr qu'il y avait des motifs intéressés. Par rapport aux Américains, en tout cas. Exactement. C'est très juste. Mais on est en politique. Moi, je ne suis pas dans l'angélisme puis de dire que tout ça, c'était juste vertueux. Là. Oui. Je suis juste dans la construction de l'identité Oui. québécoise d'aujourd'hui. Oui. C'est vrai que lorsque la guerre d'indépendance américaine a commencé, le pouvoir britannique avait intérêt à ce que les anciens Canadiens, pour les auditeurs, c'est les ancêtres des Québécois. Oui, les Canadiens, c'est nous autres fondamentalement. Si vous voulez notre pays, c'est ça, pendant 200 ans, les seuls qui étaient appelés Canadiens par les autres, qui s'appelaient eux-mêmes Canadiens, ce n'était pas les Autochtones, ce n'était pas les Anglais, c'était nous autres. Oui. Donc, quand la guerre d'indépendance américaine arrive, c'est sûr que le pouvoir britannique a peur que les anciens Canadiens joignent les Donc, à ce moment-là, ils se mettent à donner des nananes. Des nananes, etc. On peut dire ça. Mais il y a du pouvoir qui découle de ça. Et Oui. encore aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, les Européens le voient plus, les Français souvent le voient plus. Il y a un côté anglais dans l'identité québécoise, même chez les francophones. Oui. Bon, OK. On fait une parenthèse, Christian Dufour. Qui est allé à Londres autour de la table ici? Julie-Pierre Nadeau. Paris. Oui. Moi aussi. Bon. Quand vous visitez les deux villes, moi je l'ai fait, en fait j'étais allé 2 fois à Paris, mais la deuxième fois, dans le même voyage, j'ai fait Paris et Londres. Et quand vous arrivez à Londres, et moi on me l'avait dit, tu vas voir, tu te sens chez toi, puis bon, et tu arrives à Londres et c'est fascinant. C'est comme un Montréal 15 fois plus grand. C'est la même ambiance, en fait. C'est le même, espèce de bonhomie sympathique, et ça m'a frappé. Et il faut le reconnaître, et vous le dites dans votre livre, on mange du bacon le matin avec des œufs et des patates rôties, ça ne nous vient pas des Français. On a eu de la difficulté, et ça, c'est le mouvement souverainiste peut-être qui a un peu voulu gommer ça, à reconnaître que on a été infusé par la culture britannique. Mais je suis content que vous disiez ça, Fred, parce que moi, j'ai vécu exactement la même chose. Puis à l'époque, j'idéalisais beaucoup Paris, parce que moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on lisait la littérature, puis Balzac, tout ça. Là, t'arrives à Paris. Puis là, à Paris, je trouvais qu'il y avait des tas de détails qui faisaient que je ne me sentais pas vraiment chez nous. Oui. Bon, après ça, je me suis réconcilié avec Paris et la France. Puis on a un côté très français aussi, les francophones. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, moi, j'ai vécu exactement la même chose. Quand je suis arrivé à Londres, je parlais pratiquement pas anglais à l'époque, mais je disais, mon Dieu, que ça ressemble quelque part chez nous. Oui. Donc, on voit... Je trouve que c'est une force du Québec. C'est des sociétés qui sont à la jonction de différents mondes. L'Ukraine est comme ça. Oui. Même Hong Kong, c'est ainsi qui vient un tram. Oui. Hein? On est vraiment à la jonction de deux. Et c'est pour ça que je trouve que les deux référendums, c'était des folies furieuses. À ce point-là? Ben oui, il ne fallait pas obliger les Québécois à choisir. Les Québécois ne veulent pas choisir. C'est comme le Brexit, c'est comme le référendum. Ouais. Les Anglais nous ont donné ça, cette ambivalence-là. Les Anglais, ils sont un petit pied en Europe, un petit pied en dehors de l'Europe, et juste sur les deux tableaux, perfide Albion. Et là, on leur a demandé de choisir. Ouais. Ils n'ont jamais autant entendu parler de l'Europe que depuis qu'ils ont eu un référendum sur le Brexit. Ouais. Mais c'est ça, donc est-ce qu'ils ne veulent pas choisir ou ils ne savent pas choisir? Je pense que c'est leur nature profonde, et je crois qu'un peuple... Je parle du Québécois aussi, dans le référendum. Je pense que la nature profonde du Québec, c'est une ambivalence. Oui, mais ça, vous le dites dans votre livre, je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, vous appelez à ce qu'on exploite. Exactement. Ça. Puis qu'on se débarrasse quand même des effets pervers de la conquête. Tu veux dire, moi, je ne suis pas juste dans l'angélisme, dire les merveilleux Anglais sont arrivés, tout ça. Je trouve qu'il y a un côté, à un moment donné, conquis, perverti, qui existe encore au Québec, y compris chez des souverainistes. Moi, je suis fasciné ces temps-ci de voir des souverainistes qui sont pour la souveraineté, mais ils ne veulent pas qu'on parle du poids politique de la majorité francophone. Oui. Ils sont devenus indifférents. C'est Jean-Pierre Charbonneau, vous êtes dans le facteur franco-québécois. Ben moi, je me dis, je m'excuse, je ne suis pas souverainiste, moi, mais moi, le poids politique de la majorité francophone, c'est important. Je veux dire, on commence à baisser. Donc, c'est ça. Mon livre, moi, ce dont je suis content, cette maudite proportionnelle-là, quelque part, moi, c'est une chance pour moi parce que ça me permet de revenir. Moi, je ne pensais pas écrire de livre, c'était terminé. Puis ça me permet de revenir 30 ans après avec mes vieux thèmes. Puis quelque part, je ne vais pas être prétentieux, mais qui sont plus d'actualité que jamais. Oui. Bon, il y a quand même une chose. Moi, ce qui m'interpelle dans la proportionnelle, puis c'est vrai, vous donnez certains exemples. Vous parlez d'Israël, mais c'est souvent le cas des détracteurs de la proportionnelle, parce qu'Israël, c'est une proportionnelle pure. Moi,
moi, Israël, ce qu'on veut, ici, c'est pas Israël. Non. Je tiens à le dire, il faut rester rigoureux. Non. C'est pas la proportionnelle C'est pas intégrale. l'Italie non plus, avec 58 partis. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que si on regarde le projet de loi, on veut faire une proportionnelle très, très, très modérée. Hein. Oui, oui. Mais ça, c'est dangereux aussi. Mais quand Charbonneau est venu, M. Charbonneau, on parlait de la Nouvelle-Zélande. Lui, il donnait l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui ça s'est fait de façon assez douce, la transition. Il n'y a pas eu de référendum parce que, sincèrement, là, on l'a entendu, la clip de François Legault, là, je veux dire, c'est pas très vendeur. Si on va en référendum avec ça, il y a peu de chances que ça fonctionne, je pense. On sait jamais. C'est dangereux un référendum parce qu'on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Mais au Québec, on sait. Au Québec, l'avantage du Québec, c'est qu'on sait comment ça finit. Ça finit avec un nom. Mais Fred, au Royaume-Uni, quand David Cameron, pour se dépêtrer de ses problèmes au sein du Parti conservateur, a décidé on va faire un référendum pour régler ça. Ça n'a rien réglé. Mais pour venir à Jean-Pierre Charbonneau, moi, je suis content parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'en lui-même, je défendais le mode de scrutin actuel. Mais dans le contexte québécois, je trouve que c'est de la folie. Et je pèse mes mots. Parce que c'est bien beau de s'occuper de la Nouvelle-Zélande, puis de la Bavière, puis de l'Écosse. Mais le problème des militants de la proportionnelle, c'est qu'ils ne sont pas occupés du contexte québécois et canadien. Gros détail. Hein? Je veux dire, nous, on n'est pas indépendants. On n'est pas reconnu comme société distincte au sein du Canada. Il y a eu 2 tentatives ratées pour accéder à l'indépendance qui ont eu des conséquences qui durent encore. Notre nationalisme, y compris dans ses aspects modérés, est systématiquement démonisé dans le reste du Canada. Puis là, on a un système qui n'est pas parfait, mais qui produit des gouvernements forts, des vrais premiers ministres. On a un système hérité des Britanniques, c'est tout un paradoxe, qui favorise de facto les régions et la majorité francophone. Et on va être les seuls au Canada à renoncer à ça. C'est complètement masochiste. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ça qui les condamne à mes yeux. Puis moi, je suis féroce dans mon opposition. Ben oui, vous êtes très féroce. Non, je ferais être féroce parce qu'il y a un danger de recul historique du pouvoir québécois. Je veux rien savoir de ça. Moi, je veux rien savoir de la Nouvelle-Zélande puis des autres pays qui s'occupent du Québec. Mais vous savez que la Nouvelle-Zélande est dans l'Empire britannique comme nous. Hein? Oh, ben, je suis plus bon chef Fred l'Empire. L'Empire, c'est un peu fini quand même. Puis je tiens à dire aussi que c'est pas juste... il y a 2 choses dans le contexte canadien. C'est d'abord, ça affaiblirait le pouvoir québécois au sens le plus large. Ça affecterait peut-être la Saskatchewan aussi. Saskatchewan, c'est un régime proportionnel. Puis ensuite, au Québec, ça affaiblirait le pouvoir politique de la majorité francophone. Puis avouerez, Fred, mettons même que je dramatisais. Je ne pense pas que je dramatise. C'est quand même pas normal qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Ça fait depuis 3 ans. Là, on est à -5. On dit un beau consensus. Tout le monde est pour ça. On nous dit, les retraités. C'est comme d'habitude. Je disais l'autre jour, les retraités veulent la proportionnelle. Des millions de Québécois. Puis il n'y a personne, il y a très peu de monde. Puis moi, c'est ma fierté d'avoir attiré l'attention là-dessus. Ben là, il faudrait peut-être penser au pouvoir québécois. Il y a des conséquences là-dessus. Là. Puis le pouvoir politique de la majorité francophone, ce n'est pas un détail. Puis si vous êtes souverainiste, ça veut dire quoi, votre engagement souverainiste, si vous vous fichez du pouvoir politique de la majorité francophone? Donc, c'est un révélateur. Moi, ce débat-là, si ça finit bien, puis je pense que ça va bien finir, parce que les Québécois sont fous, mais pas à ce point-là. Non, mais c'est vrai, on n'est pas à ce point-là. C'est bon parce que ça nous permet de revenir à la base. Parce que moi, la comparaison que j'utilise tout le temps, si on compare le Québec à une maison, le pouvoir québécois, c'est le sous-bassement, c'est le sous-sol. Tu peux construire ou non un étage indépendance, un étage société distincte, mais si tu t'attaques à la base, tu ne peux plus rien faire. Bon, je termine avec... Est-ce que je me suis envolé? Ah non, c'est parfait. Ça fait de la bonne radio, Christian Dufault. Bon, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Legault jusqu'à présent, de la CAQ? Bon, avec la loi 21, on sent un retour à un nationalisme, un certain nationalisme. Bon, à d'autres niveaux, sur le plan des ressources naturelles, entre autres, occupation du territoire, là, on sent qu'on n'est pas trop loin de ce que faisaient les libéraux, c'est-à-dire un bar ouvert. Mais... Comment vous... moi, j'ai de l'affection pour François Legault, je veux dire. Comme bien des Québécois, là, je trouve que c'est quelqu'un qui est facilement aimable. J'ai envie, évidemment, d'avoir signé cette maudite entente sur la proportionnelle-là parce que je me disais, il n'était pas obligé de le faire. Ses troupes ne le demandaient pas. Il n'avait pas besoin de ça pour gagner l'élection. Mais c'est vrai que depuis... Donc, à un moment donné, je ne le truste pas toujours en entier. Mais depuis un an, je dois dire que c'est vrai que c'est un gros contraste avec Philippe Couillard. Je trouve qu'il est capable de coller avec l'identité québécoise. Et jouer le jeu du fédéralisme. C'est ça qui n'est pas dans la rupture. Oui, mais en même temps, des fois, je me demandais, c'est comme s'il ne s'occupait pas beaucoup du reste du Canada. Quelque part, il reste encore souverain. Il ne veut pas faire la souveraineté, mais comme bien des Québécois, d'ailleurs. Comme bien des Québécois francophones, des jeunes, souvent, là, c'est comme si le Québec était indépendant. D'ailleurs, je dirais que tout le débat sur la proportionnelle, au fond, jusqu'à présent, on le fait comme si le Québec était indépendant. C'est-à-dire, on ne s'est pas occupé du contexte. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que Legault est fascinant en même temps, c'est que sa réaction sur le projet de loi, là, sur la réforme du mode de scrutin, j'ai trouvé ça... sublime, en fait. Quand il dit, là, on commence à trouver que c'est plus compliqué qu'on pensait. Tout est là. Hein? En fait, il est allé acheter un 4 litres d'eau de source qu'il met dans le réservoir d'essence. C'est plus compliqué que c'est ça, parce que notre système, il est simple. Le système qu'on a. Puis moi aussi, plus j'ai travaillé là-dedans, plus je suis pour le système actuel, parce que moi, je prétends que le système actuel, le peuple québécois se l'est approprié, puis le maîtrise instinctivement.
je ne voudrais pas critiquer les intellectuels parce que je sais que je suis avec des gens qui sont intellectuels et cultivés et tout ça. Mais je trouve que la proportionnelle, c'est en partie un trip d'intellectuels déconnectés, en fait. Mais là, on n'est pas dans un trip de, justement, il y a 30 ans, on dit encore les mêmes choses, on fait encore les mêmes erreurs, puis on n'est pas du tout dans un mouvement progressiste. Moi, j'entends un vieux discours quand même. Je trouve ça super intéressant, mais j'entends un vieux discours qui stagne. Moi, je suis un conservateur, là, c'est clair. Là. Je veux dire, je trouve que le progrès, ça peut être comme une poule pas de tête. Là, à un moment donné, il faut que ça aboutisse à quelque chose. Je trouve que si le progrès, c'est diminuer le pouvoir québécois au sein du Canada, si le progrès, je m'excuse, je sais, dans mon livre, j'ai une section « Pourquoi cet engouement pour la proportionnelle ». C'est sûr que la proportionnelle, ça semble plus juste, plus raisonnable, plus québécois, plus stimulant, plus progressiste. Il y a juste un petit détail, ça va affaiblir le pouvoir du Québec au sein du Canada, puis c'est très facile à démontrer, puis ça va affaiblir la majorité francophone. Donc, moi, je prétends que dans une société, c'est comme quand tu conduis une auto, il faut que tu aies une pédale à gaz, il faut que tu aies une pédale de frein. Il faut les deux. Monsieur Dufault, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander. Mais ça va être la dernière intervention. Comment est-ce que ça va affaiblir le pouvoir? De quelle façon? C'est-à-dire qu'en lui-même, au Canada, c'est qu'il n'y a rien de plus fort qu'un gouvernement majoritaire de type britannique comme celui que dirige François Legault actuellement. Oui. Bon, par définition, la proportionnelle, et les militants de la proportionnelle le disent, c'est ça qui est voulu. On veut systématiquement des gouvernements de coalition. Oui. Hein? On ne veut plus qu'un seul parti dirige. Ce qui changerait la culture politique, beaucoup. D'ailleurs, ça, c'est pas facile de changer une culture politique. C'est facile à dire, mais et ce qui veut dire, par définition, un gouvernement de coalition, c'est plus il faut des négociations, il y a des délais, il y a des changements, des compromis, j'en parle dans le livre. Puis sur le plan québécois, le pouvoir politique, c'est très facile à démontrer. C'est pas même compliqué. Là. Puis ça, il n'y a personne qui conteste ça. Je veux dire, c'est que ça peut avoir ses qualités. Si on était indépendant, ce sera une autre game. Si on était société distincte, moi c'est un réalisme. C'est un réalisme. Je me dis, il faut quand même être dans le réel. C'est bien beau, les rêves. Puis sur le plan québécois... Moi, je trouve que c'est de la nostalgie plus que du réalisme. Non, mais le pouvoir, c'est pas de la nostalgie. Le pouvoir, c'est pas de la nostalgie. Si t'as pas de pouvoir... Quand vous retournez dans le passé, on vous entend plus. Non, mais moi, je crois que l'enracinement des sociétés, c'est important. Puis il faut avoir les deux. Il faut avoir le progrès, mais le progrès enraciné. Sinon, tu cours à ta perte. Puis les francophones, il faut être réaliste. On est une petite nation. On a perdu des combats, il y a eu des conséquences à ça. Mais je suis conscient du fait que les jeunes générations ne sont pas tellement conscients de ça. On vit comme si on était indépendants. Puis juste pour terminer, sur le plan interne québécois, quiconque suit les élections québécoises sait que les élections se gagnent en région et au sein de la majorité francophone. De facto, ce n'est pas une discrimination contre les non-francophones voulus, mais de facto, ça favorise les régions et les non-francophones. Puis renoncer à ça dans le contexte actuel, moi, je suis masochiste. On serait les seuls à faire ça. Oui. Donc, moi, je trouve ça intéressant ce que vous dites ça. C'est vrai que je vais vous sembler peut-être réactionnaire, mais moi, je me dis, il y a comme un côté protecteur de dire, là, on a du pouvoir, ne renonçons pas au pouvoir qu'on a, sinon le progressisme même ne signifie plus rien. Mais je vais dire, je vais vous dire, Inès, de lire. Je vous suggère d'aller le livre et tout le monde, parce que c'est vraiment un livre intéressant. Oui, sur la proportionnelle, mais on n'est pas dans la mécanique de la proportionnelle tant que ça. On est vraiment dans la réflexion sur la place du Québec au Canada, du pouvoir qu'on peut avoir. Puis ça, j'avoue que c'est la partie qui m'a, en fait, à mon corps défendant, qui m'a intéressé le plus. C'est ça. Puis je dirais aussi que là, évidemment, je m'enflamme parce que moi, c'est un combat, la proportionnelle, que j'assume. Mais le reste du livre dont Fred parle, c'est plus nuancé. Puis c'est vraiment une réflexion sur le pouvoir québécois, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste. C'est une réflexion qu'on n'a pas souvent. Vous avez raison là-dessus. Moi, c'est un peu ma fierté parce que je me sentais un peu passé date. Hein, parce que je me dis, non, mais je me disais, je n'écris plus de livres. Moi, c'est mes bébés, mes livres. Hein, donc, je me disais, c'est fini. Puis ça, c'est venu me chercher très, très profondément. Puis comme je vous dis, ça m'inquiète. Moi, je ne cache pas que ça m'inquiète. Mais il faut comprendre, Christian, que Inès était à la marche vendredi dernier. Alors, elle marchait vers le futur. Je marchais vers le futur. Mais pourtant, j'aime. Un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Trudeau, Legault, faites vos devoirs. La récré est terminée. Trudeau, Legault, faites vos devoirs. La récré est terminée. Alors, est-ce que vous entendez, là? Vous êtes... Expliquez-nous. Alors, est-ce que le terme, c'est gonzo? C'est une nouveauté à la balado. On avait quelqu'un sur le terrain. Vous étiez sur le terrain. C'est ça, c'est-tu gonzo? C'est gonzo. Oui, c'est ça. Là, je suis rendue gonzo. Oui. Là, moi, je pars avec mon micro, mon enregistreur, et hop, je ne sais pas ce qui va arriver et je me lance. Donc, oui. Le 27 septembre, j'ai eu envie d'entendre la parole des jeunes. Désolée, mon cher Christian. Mais, tu sais, c'est une blague, j'adore les vieux. Ceux pour qui le futur semble être un mot flou et presque inespéré, des jeunes, il y en avait des petits, des grands, des hurleurs au poing levé vers le ciel qui tombent tranquillement dessus eux, des tressés main à main, les larmes aux yeux. C'était profondément bouleversant.
J'ai comme revécu l'engouement de 2012, la colère du sommet des Amériques en 2001. Ah, vous étiez là? Oui, et la À peur... Québec? Ouais. Ah, on aurait pu se croiser. Ouais, J'étais en là, moi 2001. aussi. Vous n'êtes pas si jeune que ça. Et j'ai même vécu l'anti-G8 en Suisse en 2003. J'y Ah, étais, en bien Suisse. sûr. Non, je suis pas si jeune. La gauche caviar, on va manifester en Suisse. Oui. Et non, je faisais du cirque, mais ça, c'est une autre histoire. On s'en reparlera. Sans animaux, j'imagine. Sans animaux, jamais. Mais c'est ça, donc, marcher ensemble, dire quelque chose ensemble qui nous tient à cœur, j'ai trouvé ça immense, c'était enivrant, puis c'est très rare. Donc, avant la marche, j'ai fait un peu de recherche sur la toile et dans les téléphones, et j'ai entendu parler d'une jeune fille... La toile, vous voulez dire Internet. Le point .net, Okay. là, oui. point .org. Oui. Il y a une jeune fille qui s'implique depuis 2 ans, à peu près, dans les mouvements pour le climat et l'environnement. J'ai donc un peu stocké sur la .org pour vérifier si mes sources étaient des gens de confiance. Et puis, coup de cœur. Je voulais que ça soit ma fille, ma meilleure amie, ma sœur. Un peu le même sentiment que j'ai eu et que je ressens quand j'écoute la Greta Thunberg. Oui. Donc, au milieu de 500 000 corps humains en mouvement, mon agoraphobie et moi, on a réussi à retrouver l'incroyable Olivia Ruge. C'est la co-porte-parole du mouvement pour le futur Montréal. Elle a 17 ans. Elle est pertinente, forte, éloquente, remplie d'humanité. Puis c'est drôle parce que c'est tous des qualificatifs qui ne me sont pas venus en regardant la télé hier, le 2 octobre. Est-ce que c'est à la télé? Il y avait le débat. Le débat des chefs. La discussion. Oui. Donc, la voici, cette chère Olivia. Premièrement, j'ai 17 ans, je suis une bonne élève, j'aime ça l'école. Je manque pas l'école parce que ça me tente. Donc, M. Legault, en fait, j'ai une question pour lui. Comment peux-tu oser nous dire qu'on manque l'école par choix parce que ça nous tente de sécher les cours? C'est tellement plus gros que ça. C'est que j'ai l'impression que j'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas la chance d'étudier pour devenir un membre utile à la société parce que je dois apprendre aux adultes que c'est immoral de voler le futur de leurs enfants. Il faut taxer les vols. Il faut mettre des taxes dans les industries qui polluent énormément comme le lait ou la viande. J'espère que ça va changer quelque chose. J'espère que les gouvernements vont ouvrir les yeux. Mais ultimement, c'est la population qui élit les gouvernements. Donc, il faut que ça soit un changement à partir de la population. Ceux qui sont déjà ici, on les a déjà convaincus. C'est ceux qui sont restés chez eux aujourd'hui, qui ne sont pas encore conscientisés aux enjeux de la crise climatique. Donc, je dirais que j'ai espoir que ça va changer les choses, mais c'est sûr que ça ne s'arrête pas ici. Il faut continuer à en discuter. Donc, elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup, Oui. mais c'est concret. Il y a des idées. Mais c'est concret, puis oui, mais en même temps, c'est pas la première jeune de 17 ans qui est en colère. J'ai l'impression mais que- c'est non. ça, elle n'est pas en colère. C'est ça qui me Non, magnifique. Là, on l'entend crier parce qu'il y a Non, 500 je 000 comprends. personnes. Mais il y a comme quelque chose de très concret Ouais. aussi dans ces demandes. Il n'y a pas d'utopie. Il y a Ouais. pas, parce que justement, ça s'en vient très bientôt, mais je leur demande de me parler de leur futur. Mais avant ça, j'étais intriguée à savoir qu'est-ce que l'égalité climatique. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on dit. un concept Donc, moins connu, j'ai demandé à cette chère Olivia qui parle, mais Ouais. qui est très pertinent, Ben oui. de me l'expliquer. Chaque être a le droit de produire un certain nombre de CO2 sur cette planète. Tu peux pas... Quand tu produis plus, tu es en train de voler à ton voisin, à ton enfant. Donc, c'est ça l'égalité climatique dont on parle. La métaphore qu'on a trouvée, c'est que c'est comme si on était tous sur une île déserte, puis qu'il y avait de la nourriture limitée, puis que les adultes, ils la mangeaient toute, puis que les enfants, on n'avait plus. Oui, donc c'est ça qu'on est en train de faire. On vit dans un monde d'excès en Occident, mais c'est pas comme si les ressources étaient infinies. On est en train de voler à d'autres. Bon, attendez, je fais une part. Christian Dufour, vous avez fait un coming out tout à l'heure, vous êtes conservateur. C'est pas facile à dire aujourd'hui. Quand vous entendez des choses comme ça, là, à date, là, comment ce mouvement-là, cette marche-là, Ben, c'est quelque chose d'important. Là. Greta Thunberg, c'est comme une chance pour les gens qui sont préoccupés par ça de l'avoir, parce qu'elle incarne quelque chose de puissant. Mais en même temps, je suis quand même un peu songeur. Ce que j'aime pas, c'est l'unanimisme, en fait. Puis il faut. Puis on n'a pas de doute. Là. On sait ce qu'il faut faire. Et la question que je voulais vous poser, qu'est-ce que vous pensez de Stephen Guilbeault, qui est quand même un environnementaliste qui a fait ses classes, qui est réputé, puis qui a joint le Parti libéral? qui est venu, qui était à la balado, en fait, On a eu le scoop. On a eu le scoop, Bref, c'est ouais. ça, qui allait se présenter parce qu'il a sorti un livre sur l'intelligence artificielle.
Et, Inès... Moi, je dirais que j'ai connu, j'ai apprécié le travail de l'environnementaliste et l'être engagé. Après ça, je ne connais pas du tout sa politique et je ne le connais pas du tout comme politicien. Mais le fait qu'il joigne, en fait, le prochain gouvernement... Ça m'a surprise. J'ai été surprise, en fait, comme bien des gens. Après, j'ai trouvé ça... J'ai été aussi surprise que Sylvie Fréchette pourrait être bien... Ouais. C'est comme une espèce de... Okay. J'ai trouvé ça très flash, très... on en parle, puis on ne parle pas des trucs essentiels. Après, moi, je suis très heureuse qu'il y ait quelqu'un qui soit près de l'environnement, qui se soit joint à cette politique-là, qui risque d'être... Mais si je peux me permettre, c'est que là, on entend, une jeune militante qui dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, ce qui est vrai, et à un moment donné, il faut le faire. Et la façon de le faire, il faut s'aller. C'est d'aller en politique. Oui, c'est ça. Puis aussi, moi, j'ai tendance à voir, en fait, la vie en société comme une symphonie où chacun a à jouer sa partition. C'est pour ça que je n'aime pas l'unanimisme. Ouais. Je trouve qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de conservateurs, de progressistes. Moi, Stephen Guilbeault, je dois dire, j'ai trouvé ça admirable, le fait qu'il joigne le Parti libéral, parce qu'il s'allie, en fait. Ouais. Hein? Il va dans le sale pouvoir. Ouais. Bon, les gens... Dans le pétrole sale. Dans le pétrole sale, non, mais c'est vrai quand même. Et on a besoin de ça aussi. On est dans le pouvoir aussi. Pour que ça change, il faut qu'il y ait du pouvoir. Mais c'est difficile. Donc, je ne nie pas du tout l'importance énorme de ce qui est arrivé la semaine passée. J'ai des questions. Est-ce que c'est un phénomène principalement occidental? Est-ce que la Chine, est-ce que l'Asie est là-dedans autant? Oui, ça, il faut se poser. Depuis bien plus longtemps, d'ailleurs. En fait, non, mais avec cette espèce de comment je pourrais dire, d'intensité, en tout cas, je ne sais pas, c'est la question que je me posais. Pas aussi dans la mesure où... Mais en fait, l'Asie, déjà, à ce moment-ci, depuis à peu près 4 ans, il y a déjà des réfugiés climatiques qui partent de pays parce que ces pays-là... Et les villes sont très actives sur la façon de... Non, ils font des choses, mais ce que je voulais dire, c'est que l'espèce d'engouement collectif... Ah, oui. Et l'autre point, la chose que j'aime pas, par exemple, c'est que le fait qu'il y a une espèce de contrainte de la liberté d'expression, le concept de climato-scepticisme, quand j'en voyais Manon Massé qui disait à François Legault, on peut critiquer le gouvernement Legault, dire, écoutez, vous n'êtes pas sincère, vos politiques ne sont pas efficaces. Mais quand on accuse quelqu'un de climato-scepticisme, aujourd'hui, c'est comme l'équivalent de dire... C'est la pire insulte. Non, vous niez l'existence des fours crématoires des chambres à gaz, vous êtes raciste, vous dites que la Terre n'est pas ronde. Ça, j'aime pas ça, parce que moi, je crois à la liberté de penser. J'aime pas ça. Je vous avoue que j'aime pas ça. Je comprends quand... Moi, j'étais jeune, puis je sais, j'ai déjà marché, puis je comprends ça, puis il y a une force là-dedans. Mais la réalité est complexe, quand même. Hein? Oui. Puis, sauf qu'on ne peut pas nier... Mais en même temps, il y a des faits scientifiques qui sont indéniables. C'est pas de la liberté de penser dont il s'agit, là. C'est des faits qu'on constate. Mais ça, j'aime pas ça, parce qu'on va dire, je voyais Dominique Champagne, qui dit, c'est la science, c'est la science, c'est la science. Il n'y a pas de discussion, c'est la science. La science, là, moi je ne prétends pas être un scientifique, mais la science, des fois, il y a un petit doute. Il y a quelque chose que je trouve ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu potentiellement totalitaire là-dedans que je n'aime pas. Je ne nie pas du tout le réchauffement de la planète. Je trouve qu'il faut faire des choses. Mais Stephen Guilbeault, moi, je suis très content qu'il soit là parce que consacré toute sa vie à cette cause-là. Pour moi, il y a une crédibilité. Puis là, il se salit. Et moi, j'aime le débat. Puis je reconnais aux gens d'avoir des doutes puis d'être contre. Puis aujourd'hui, je trouve dans le système... Puis là-dessus, le problème, c'est que les gens se taisent. Les gens qui sont contre ne parlent pas. Ils se taisent parce qu'ils savent qu'ils vont être évacués du système, tout ça. Donc, le danger, c'est de prêcher à des convaincus. Le danger, mais elle le dit, elle l'a même dit. Je pense que là, il y a cette idée, je pense qu'Inès, vous vouliez aller là, c'est que là, il y a l'idée, parce qu'on est en campagne électorale, si on veut que les choses changent, il va falloir que ça se fasse dans les arcanes du pouvoir, donc il faut aller voter. Oui. Et j'aimerais aussi qu'on aille le clip où on entend la chère Mélissa Molène-Dupuis, qui est, je me suis dit, tant qu'à faire parler les enfants, parce qu'on les écoute pas assez, parlons aussi, écoutons les Premières Nations. Donc, voilà. Aujourd'hui, il marchait derrière la bannière aux côtés de Greta Thunberg. C'était un grand honneur. Et je peux dire que j'ai même pas jamais pleuré pendant une manif de I Don't Know More. J'ai gardé ça pour la maison. Et là, 2 moments dans la marche, j'ai juste pleuré comme un bébé parce que je voyais une marche historique avec les Premières Nations au devant et Greta qui porte un message qui dit que justement elle reconnaît le travail des Premières Nations sur le terrain. Fait que j'ai comme eu un moment de enfin on nous écoute, enfin on nous entend, puis enfin on utilise certains privilèges pour nous faire entendre. Et ça, pour moi, c'était magique. Fait que j'ai braillé comme un bébé. T'as pas l'impression que les Premières Nations, ça fait des milliers d'années qu'ils essayent de nous expliquer qu'il faut faire attention à nos sources, à nos terres? À l'ONU même, on a des rapports qui sortent qui reconnaissent que les savoirs ancestraux autochtones sont des pistes de solutions pour des transformations climatiques, une justice climatique surtout. Et c'est certain que même la science, pendant très longtemps,
comme tous les autres milieux, faisaient de la discrimination, avaient des problèmes de racisme, de sexisme énormes. On ne pouvait pas entrer dans les murs universitaires ou dans le milieu scientifique si tu étais noir, si tu étais autochtone, si tu étais une femme. Et aujourd'hui, je pense qu'une reconnaissance de ce système-là qui fait qu'on se rend compte, on a évité certaines sciences, certains savoirs, et là, il manque au livre de la science mondiale. Et ces sciences-là, c'est des sciences de transition, c'est des sciences d'équilibre. On n'a pas eu à coloniser personne, nous autres, parce que nos ressources, on les gardait en équilibre avec nos besoins. Si on lit sur certains sources, oui, il y a des premières nations qui ont quand même colonisé d'autres nations éventuellement. Surtout de leur propre nation, mais il y a quand même quelque chose de réel qui se passe. Sur le savoir. Sur le savoir, je crois que ça fait du bien à ces nations-là, parce que, mon Dieu, qu'il y en a plusieurs, de se faire entendre et d'arrêter de se faire ridiculiser. Et en fait, je terminerai surtout avant de faire une petite citation d'homme blanc, francophone, comme vous aimez, mon cher Christian. C'est méchant, c'est méchant. Non, j'adore faire des blagues sur... J'aime l'homme blanc. Tous mes grands amours sont des hommes blancs. Mais j'irai avec, pour terminer, pendant la marche, cette chère Lilou Célie qui a annoncé aux gens qu'il y avait 500 000 personnes et qui a pu faire ce petit discours. On a des élections fédérales qui s'en viennent. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de voter comme si vous aviez des enfants. On n'a pas tous le droit de vote, mais on a quand même quelque chose à dire. Et oui, les jeunes, on a beau avoir initié le mouvement, on n'est pas la solution au problème. On a besoin de vous autant que vous avez besoin de nous. Donc, c'est un grand... J'ai l'impression que cette marche-là était un appel à l'aide assez général de cette génération-là qui ne peut pas voter. Entre autres, Olivia Ruge, qui a 17 ans et 6 mois. Donc, elle a ces petites secondes-là. Et donc, je vais finir en citant Godin, qui remixe du Miron en écrivant une lettre à Pauline. Il nous appartient à nous, à toi, à moi et à tous, de faire en sorte que la flamme soit toujours vive et qu'elle brûle ce qui peut rester de pur de la vie dans les vieux tréfonds colonisés de notre peuple si extraordinaire. Je suis là, debout parmi les miens. Mon pays n'a pas à rougir de moi. Bien, merci Inès Talby pour être allée sur le terrain et pour nous avoir offert ce moment de comédienne. Je trouvais qu'il manquait ça vers Donc, la fin. je suis super dispo. Si jamais mon agence, c'est Corinne Gigard. Alors, le numéro défile sur le bas de l'écran. Merci Inès. Plaisir. Godefroy Larando! Allô? Vous avez pas eu le temps, vous, beaucoup de manifester parce que vous étiez occupé à... Mais je suis allé à la manifestation avec moi aussi, mes je suis allé enfants. d'ailleurs. Mon garçon est... ça, c'est très drôle. Là, je fais une petite parenthèse. Évidemment, c'était un congé pédagogique et mon garçon, qui est féru de PS4, et c'est un gros combat à la maison, je lui ai dit, nous, on va à la marche. Est-ce que tu viens avec moi? Non, j'y vais avec des amis. Je trouvais que ça sentait mauvais. C'était louche. Et je lui ai demandé d'envoyer des photos. J'ai dit, tu dois m'envoyer des photos pour me prouver que tu es là, sinon je débranche la PS4 tout l'automne. Oui. Alors... ça aurait été bon pour des bonnes méthodes d'éducation, je trouve. Ben, à un moment donné, il faut arrêter avec la négociation. Et là, il n'y a pas eu d'Internet dans la manif pendant un bon bout de temps. C'était impossible. Et là, j'étais comme, il va encore s'en sortir. Finalement, il m'a envoyé des photos dans un parc. Il y a des gens, mais je ne sais pas trop. Ça va l'air d'être la queue de la manif. J'ai dit, mon Dieu, il n'y a pas grand monde. Vous étiez... Ben, on était loin. Alors, finalement, j'ai acheté un peu la paix, mais tout ça pour dire que moi aussi, j'étais là à la manif. Mais vous, Godefroy, vous avez passé une autre partie de la semaine, pas seulement à réfléchir sur l'environnement. Non, pas du tout. Je suis retombé dans mes bottes de chroniqueur assez rapidement. Oui. Mais moi, j'ai vécu une expérience bien différente à la manif. Juste pour y revenir, j'étais avec mes enfants. Je me rappelle, 2012, il y avait vraiment une émotion. Je me rappelle de l'émotion, puis je l'ai eue à plusieurs reprises. Là, en 2012? En 2012. Oui. Là, je n'ai rien eu. Pour moi, c'était dry. Les gens autour de moi marchaient. Quand ça sifflait pas beaucoup. J'ai trouvé ça beau quand même. Ouais. Mais je trouvais que l'émotion... Mais c'est peut-être mon 90 000 personnes qui m'entouraient qui étaient plus cheap que les autres. Parce que peut-être c'est possible. Mais ça m'a surpris. Peut-être, puis peut-être plus on avance, plus on arrivait au bout, peut-être que ça s'enflammait davantage. Oui, puis j'ai l'impression que là, les gens l'ont fait aussi, une bonne partie l'ont fait en mode faut le faire, puis là, c'est presque un devoir de le faire, tandis qu'il y avait comme quelque chose de plus passionnel en 2012, puis d'émotif. Là, les gens, ils sont allés faire... Il y a quelque chose d'émotif que je cherche dans les manifestations, c'est comme une réalisation que les gens font qu'ils ont un pouvoir, puis là, je marchais dans la rue, puis je ne sentais pas de pouvoir. Mais on a aussi un rapport passionnel avec les tarifs d'hydroélectricité, Godefroy. Vous-même,
ramené là déjà, mon petit comique. J'adore travailler avec vous. De leur faire. Ben, Fred, c'est parce que je voulais vous parler de l'effritement de 2 de nos piliers principaux. Oui, je vais aboutir à l'électricité parce que le projet de loi 34, il n'était pas tant que ça dans les médias. Il a été un petit peu, il y avait des inquiétudes. Et c'est sans doute plus... Les pesticides l'ont été beaucoup plus. Oui. Mais je me suis amusé à creuser là-dedans à votre demande et puis j'ai eu vraiment un plaisir fou. Alors, j'ai hâte de vous en reparler. Mais je voulais vous ramener, puis on va parler de l'égalité climatique ou l'égalité... comment on appelait ça? Non, oui, l'égalité. L'égalité. Eh bien, croyez-vous à ça, Fred, l'égalité des chances pour les enfants du Québec sur le plan des études? Non, je ne crois pas à ça. C'est bien ce que je pense. Parce que j'ai lu le rapport. Oui, vous avez lu ça, vous aussi. Hein? Juste des faits. Mes enfants approchent de l'âge du secondaire, donc on commence à penser à où est-ce qu'on va les envoyer, puis bon, est-ce qu'on les envoie? Moi, je suis allé au privé. J'ai eu cette chance-là. Mes parents ne s'attendaient pas à ce que je demande d'aller au privé et ils avaient les fonds pour le faire. Je ne sais pas si mes 3 sœurs avaient demandé d'aller au privé, ça aurait été aussi. Mais vous n'aviez pas le choix non plus avec votre patronyme. Je pense qu'il fallait absolument aller au Collège Brébeuf. Eh bien, non. Parce qu'on rappelle Christian Dufour, si vous ne connaissez peut-être pas la balado, que Godefroy est le petit-fils d'André Laurando. Oui, ce qui fait de moi quelqu'un de très spécial. Oui. C'est vrai que son regard salue. Oui, tout de suite. Voilà. Tout de suite. Il ne trouvait pas ça intéressant de jusque-là. Mais arrêtez de me prêter des attentions. Mais cela dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis est-ce que c'est vrai? C'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous vous rattachez vraiment à une aristocratie intellectuelle. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il est dans la balado, d'ailleurs. Ça donne un vernis de respectabilité. Moi, je pensais que j'avais été chanceux d'aboutir ici, mais c'est l'inverse. C'est Fred moi, je suis Fred de capitaliser sur moi. homme blanc, âgé francophone, comme madame dit gentiment, que je me souviens d'André Laurando. Moi, il est mort pas mal longtemps avant que je naisse, malheureusement. En vous regardant le visage, je comprends ça. Mais il coule dans vos veines. Mais ne vous fiez pas à mon teint de pêche. Je suis plus vieux qu'il ne paraît. Alors donc, mes enfants s'en vont au secondaire. Pas tout de suite, mais j'y pense. Et donc, le privé, par défaut, est un peu éliminé, là, à moins que la balado nous réserve des petites surprises. Je pense que... on rappelle aux gens, La Ruche, la balado de Fred Savard, saison 2. Donnez généreusement pour les enfants. Oui, on pourrait ajouter un petit bouton. Une contrepartie. Oui, Mathias au privé. Oui. Je regarde les écoles autour de chez moi. Il y en a 2 écoles publiques secondaires qui n'ont pas particulièrement mauvaise réputation. En tout cas, j'en ai pas entendu parler, même si je les vois dans mon paysage. Mais il y en a une qui brûle présentement. Est-ce que c'est vrai, ça? Vous faites des blagues, hein? 45% dans une des écoles, 45% des enfants sont reconnus comme étant handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. C'est beaucoup. Oui. L'autre école, l'autre choix que j'ai, 35% d'élèves dans la même situation et 47% d'élèves jugés en retard sur le programme. Oh. Juste pour faire un petit parallèle. Mais ça, ces chiffres-là, vous avez ça où? C'est sur les sites des fameux palmarès d'écoles. On peut visiter la carte de Montréal. On les connaît, ceux de... Ça, c'est une idée de l'Institut économique de Montréal. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais donc, est-ce que ça renforce l'inquiétude des parents? Ben oui. C'est ça que ça fait. C'est anxiogène. Là où oui, en plus de l'anxiété climatique, ça en fait beaucoup d'anxiété. Ça en fait beaucoup, mais juste pour vous rassurer, rassurez-vous, il existe des écoles où les chiffres ne sont pas les mêmes. Nommons-en une au hasard, Brébeuf. 8% d'enfants handicapés ou en difficulté d'apprentissage et seulement 2,8 en retard. Et j'ai entendu dire que dans les 8% d'handicapés, une allergie aux fraises, ça compte pour un handicap. Alors, imaginez-vous. Alors là, vous avez le choix. On ruine la famille pour envoyer un des 2 enfants, parce que l'autre, on n'aura pas d'argent pour les 2. Votre fille? On verra bien. C'est une vieille tradition, ça. Combien ça coûte, le Brébeuf? Est-ce qu'on a une idée? J'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres, mais l'école privée, en moyenne, avant le iPad, avant tout ce que vous voudrez, avant l'uniforme, c'est à peu près 6 000 par année par enfant. OK, 6 000 par année. Donc, c'est impossible. Ce ne sera pas possible, les enfants. Mais par contre... la grande question, puis on en a parlé ici, Fred, à la balado, dans un de nos épisodes. J'avais noté l'épisode, mais je ne me rappelle plus. On avait parlé du CETREC, qui était un... au début, ça. Oui, à l'épisode 4, je crois. Oui. Et on avait parlé justement des busing programs aux États-Unis, de déségrégation, et qu'un des objectifs en éducation, c'est de mélanger les élèves les plus forts avec les plus faibles. Et ce qui est sorti dans les journaux, c'est tellement logique avec les chiffres que je vous donne. C'est tout simplement, l'OCDE avait fait une recherche, une enquête qui s'appelait PISA, donc PISA, qui est sortie en 2018, et le mouvement L'École Ensemble est allé creuser les données de base de cette recherche-là, et ils ont ventilé des informations qu'on avait eues pour le Canada. Le Canada se situait très bien. C'était un pays où, et là je parle de quoi? Je parle de l'impact de votre niveau socio-économique sur à vos la capacités naissance, à réussir sur vos capacités après l'école. C'est-à-dire, une fois votre scolarisation terminée, on évalue vos compétences et on est capable de déterminer est-ce que ces compétences-là sont corrélées avec le milieu duquel vous sortez. Et le Canada faisait bonne figure. Le Canada faisait bonne figure. Mais encore mieux,
si on enlève une province. Si on enlève une province, mais là, ce que l'organisme a fait, c'est qu'ils ont ventilé par province et la province qui est en queue de peloton au Canada, celle pour laquelle votre statut socio-économique dicte le plus votre succès scolaire, c'est le Québec. C'est le Québec. Et là, moi, les deux bras me sont tombés parce que, dans ma tête, l'éducation publique fait partie de ce qui a amené le Québec dans la modernité. Oui. Et j'ai aucune réponse à ça. Je constate, au moment de choisir une école pour mes enfants, que le mieux que je pourrais faire, c'est sans doute les envoyer au public pour envoyer des bons élèves au public aussi. Mais si je veux pas que mes enfants soient entourés de 40% d'élèves en difficulté qui ont besoin d'aide, qu'est-ce que je fais? On va dans les écoles publiques qui ont un test d'entrée. Et donc, on sélectionne encore une fois. Et la seule recommandation... C'est l'éternel débat, en fait, sur le Mais système sauf que la public. situation semble avoir empiré. Oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le Québec, en fait, est une société, à mon sens, exceptionnellement égalitaire. Si dans le contexte canadien, nord-américain, mondial, il suffit d'avoir voyagé un peu pour savoir qu'au Québec, on est tous justement issus. Il y a les immigrants qui sont joints à la majorité francophone, mais des 60 000 paysans dont on parlait tantôt. Donc, aux États-Unis, la l'ascenseur social ne fonctionne plus. En France, il y a beaucoup de classes sociales. Alors qu'au Québec, c'est très, très uniforme. Mais dans le rapport que tu parles, Godefroy, il compare en fait la situation américaine avec le Québec sur le côté inégalitaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un milieu socio-économique défavorisé, bien, le système scolaire public ne vous sortira pas, ne vous donnera pas les chances de sortir de ce milieu-là. Ça va un peu plus loin, puis je vois Julie-Pierre qui veut Mais en fait, c'est ce que j'allais dire. Le Québec se compare en fait aux États-Unis selon les données de l'OCDE. Donc, les États-Unis, qu'on sait, n'est pas un exemple de mobilité sociale. Là. Et c'est triste à dire, mais le Québec arrive à quelques points de pourcentage des Américains. Oui. Donc, Mais moi, je demande si c'est pas une exception caractérisée dans le domaine scolaire. Est-ce qu'on pourrait pas mais ça se peut que dans d'autres sphères, que le Québec soit en général, c'est-à-dire que moi, en tout cas, moi, il me semble que c'est assez documenté que la société québécoise à large, société par rapport à notre environnement nord-américain, c'est beaucoup plus égalitaire. Mais peut-être que ce que vous semblez dire, ça m'étonnerait pas, c'est que notre système scolaire serait très inégalitaire. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a plus, dans une école publique québécoise, il n'y a plus de classe normale. C'est vrai. N'importe quelle classe est une classe défi et le professeur n'a pas plus de ressources. C'est assez alarmant. Il va falloir avoir un débat sur le financement des écoles privées parce que je crois que le côté inégalitaire vient de là parce que là, les écoles publiques offrent des programmes enrichis pour compétitionner l'école privée. Tout simplement. Et ça reste que c'est financé à beaucoup plus que 60 % parce qu'il y a un chapitre de l'étude qui parle des frais un peu cachés, entre autres les dons que les personnes peuvent faire aux écoles confessionnelles, entre autres. Mais ça fait que l'école privée est financée à 79 % à peu près. Entre 70 et 80 %. Et là, sachant ça, Fred, qu'à ce moment-ci, ça augure mal pour nos populations qui sont défavorisées, qui vont aboutir dans les écoles dans lesquelles il y a une plus haute concentration. On a en même temps, Fred, des populations immigrantes, parfois fragiles, qui arrivent à pelleter et qu'on veut les accueillir, on veut leur faire une place et on n'a pas de quoi les soutenir. Mais cela dit souvent, en fait, les populations immigrantes sont plus disposées à investir dans l'avenir de leurs enfants et à envoyer leurs enfants dans des écoles privées, même s'ils ne sont pas très fortunés. C'est très documenté. C'est vrai, ça c'est vrai. Et on pourra en parler, Christian Dufour, dans une autre émission quand vous reviendrez, de notre rapport aussi à l'école, au Québec. Pendant longtemps, c'était mal vu dans les campagnes, entre autres, d'envoyer les enfants à l'école. Le rapport qu'on a aux intellectuels, au savoir au Québec. C'est très juste. Oui, et on parle des 60 000 paysans. Mais on les reste un peu. Oui, on a cette... c'est pas valorisé. Moi, je prétends que le Québec francophone, là-dessus, performe très mal. Hein. L'éducation n'est pas valorisée. Moi, je vis dans les Laurentides. Ça me fascine à quel point il y a des grands pans de sociétés où on ne valorise pas du tout l'éducation encore aujourd'hui. Et on le voit avec l'abolition des commissions scolaires où les anglophones, entre autres, se battent pour garder cette prérogative-là. Évidemment, les taux de participation aux élections scolaires dans le milieu anglophone, c'est 16 % non plus, c'est pas 75 % mais au Québec, c'était 4 % moi, je dis, qui autour de la table? Bon, c'est Hélène, God. Oui, j'ai voté. Vous avez des enfants, Christian Dufour? Est-ce que vous avez des enfants? Moi, c'est moi, mes livres, c'est mes bébés. Mais tu sais, j'ai jamais voté pour les élections scolaires, je l'avoue. Et dans le rapport, on le dit aussi, ça part à la maison, en fait. La capacité des enfants à réussir dans leur parcours scolaire va aussi émaner de ce qui se passe à la maison. Sauf que si
les parents ne sont pas bien scolarisés. C'est un cercle vicieux, en fait. Puis moi, je crois à ce que l'État, le système public puisse aider les enfants qui, justement... Mais c'est très important ce que vous dites là, parce que c'est bien beau l'État, là, mais il faut quand même que les parents fassent leur job. Oui, mais s'ils ne le font pas, Christian Dufault... Oui, mais là, les parents... C'est plus facile de s'occuper de livres que d'enfants. Parce que... Non, mais c'est parce que moi, je trouve que... Moi, j'ai pas l'attitude, à un moment donné, de toujours catiner les gens. Mais non, on parle dire, pas écoutez, vous avez des enfants... On parle pas de catiner. Les immigrants le font souvent. Oui. Oui, certains immigrants le font, certains d'autres ne le font pas parce qu'ils arrivent ici, ils ne maîtrisent pas le français, fait qu'à la maison, il ne se passe rien. Les enfants sont défavorisés. Bon, il y a des profs me l'ont déjà dit. Je veux dire, on a beau avoir les ressources, si la génération qui vient d'arriver, s'ils ne parlent pas français, bien, les parents ne peuvent pas aider ne peuvent pas accompagner au devoir. Moi, je pense qu'un système public fort en fait, pallierait à ça. Et d'ailleurs, dans l'étude qu'on parle, ils donnent c'est la Finlande, en fait, qui est en haut de peloton. Et eux, ils ont aboli l'école privée dans les années 70. Ils ont intégré tous ces élèves-là dans l'école publique. Et c'est la diversité, en fait. C'est ça le mot-clé. C'est plus il y a de la diversité. Mais on parle de diversité à tous les niveaux. Culturel, ethnique, de capacité, ça aide tout le monde. Ça tire tout le monde par en haut. Si, Fred, vous avez envie, on pourra finir avec ça. Là, on va finir avec ça, parce qu'au Québec, on va en reparler dans le fond la semaine prochaine. Peut-être, oui, le projet de loi 24. Parce qu'il faudrait s'imaginer tous ces gens-là qui n'ont pas beaucoup d'argent, dont le loyer occupe une place de plus en plus importante dans leur budget, et on inclut là-dedans aussi les frais de chauffage liés à l'électricité. Et de lampes de chevet pour étudier. Exactement. Mais il existe un podcast qui s'appelle The Problem We All Live In ou Live With, qui fait partie de Free Economics Radio. Oui. Et non, This American Life, pardon. Et c'est absolument extraordinaire sur l'intégration, une expérience d'intégration aux États-Unis des enfants de quartiers pauvres dans un quartier plus aisé. Et c'est complètement fou. On va mettre le lien sur la page Facebook de l'émission, comme on a fait un peu l'an dernier. Oui, on va le faire, encore. De façon plus soutenue. Merci beaucoup, Godefroy Lorando, de nous avoir éclairés. Allez lire le rapport. Je pense qu'on va mettre le rapport. Oui, oui. Mais le rapport est de 22 pages et ça se lit très bien. C'est bien vulgarisé et ça, on comprend très bien. Est-ce que dans le rapport, on parle du problème que le Québec francophone ne valorise pas assez l'éducation? Moi, je trouve que c'est un énorme problème. Puis je suis très dur à l'égard des francophones. En fait, c'est tout mélangé. Les données québécoises ne font pas la distinction entre les anglophones et les francophones, mais c'est un bon point. Mais j'aimerais qu'on en reparle. Je ne sais pas de quel bord on pourrait prendre ça, mais on a un rapport. Moi, je suis très dur à l'égard du Québec francophone là-dessus. Je me dis, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on ne valorise pas l'éducation à ce point-là? C'est vrai. Vous avez raison, Christian Dufault. On va être obligé de vous, vous réinviter. Mais là, il faut aller écouter Hélène Faradji. Bonjour Hélène. Allô, ça va? Ben oui. Oui, ben moi aussi, je voulais revenir sur ce qui s'est passé vendredi dernier. Ben voyons. On était raccord. Alors pour les gens dans le temps, parce que la balado va peut-être être écoutée dans des années-lumière. On parle de la manif. La manif pour le climat qui a réuni à Montréal seulement 500 000 personnes, le tout dans le calme et dans la propreté, ce qui est admirable. Mais il y a eu des œufs. Sauf à Lausanne en 2006. C'est ça, il y a eu des œufs sur Justin Trudeau quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, sinon, grosso modo, on peut dire dans la propreté. M. Trudeau qui manifestait contre son propre gouvernement. Oui. Et je voulais qu'on y revienne parce que ça m'a trotté dans la tête toute la fin de semaine et même cette semaine-ci. Quelque chose qui me restait en tête, quelque chose qui a à voir avec d'où je viens, la France. Ah, ben oui. Parce qu'en France, la culture de la manifestation est tellement ancrée dans l'identité que c'en est devenu une joke. Ouais. Si c'est pas si le journal n'est pas distribué à la bonne heure, on sort un gilet jaune. Ouais. Si il n'y a pas ta sorte de yaourt à l'épicerie, tu fais la grève. Si on joue pas la musique que t'aimes à la radio, tu brûles une voiture. À peu près comme ça. Je peux faire une petite parenthèse? Mon premier voyage en France, je l'ai fait en 95. Il y avait une grève. En revenant. Mais c'est sûr. En atterrissant, on ne pouvait pas sortir de l'avion parce qu'il y avait la grève des videurs de toilettes de l'avion. Il y a toujours une grève de quelque chose pour quelque chose. Mais ici, dans mon nouveau pays, c'est pas tout à fait pareil. On descend pas vraiment dans la rue à qui mieux mieux. Les moments de solidarité collective, ça reste réservé à des moments marquants, des moments planétaires pour des sujets souvent importants, la guerre, les frais de scolarité, le climat. Et à chaque fois, c'est impressionnant parce qu'évidemment, la rareté fait que ça rend les choses impressionnantes. Mais on peut pas dire qu'on a ici au Québec une culture de la manifestation. Je pense pas. Non. Et donc, je me suis demandé, comment ça se crée une culture de la manifestation? Est-ce que la manifestation qu'on a vécue vendredi dernier, ça peut changer cette culture-là québécoise? Je me suis dit que peut-être que ça pouvait dépendre de comment l'art allait intégrer, digérer, nous présenter ces moments de lutte collective-là, parce que c'est ce que ça permet, l'art. Oui. Ça permet de créer des images qui vont s'affranchir du réel
qui vont transformer ce réel-là en mythe dans lequel on va pouvoir s'imaginer plus grand que nature, ce qui fait quand même du bien. Et puis, surtout, vendredi dernier, en me baladant dans cette manif-là, moi, ce que j'ai vu, au-delà d'un peuple en marche, au-delà des sourires des jeunes, de l'émotion, de la beauté du moment, c'est beaucoup de jeunes qui avaient une caméra sur l'épaule et qui avaient des perches de son. Et je me suis demandé, c'est vrai ça qu'il y en avait beaucoup. Quand est-ce qu'il va sortir le premier documentaire sur la manif du 27 septembre? Ça devrait probablement être l'année prochaine. Et c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête aujourd'hui une minute sur comment les manifestations ont été représentées dans nos différentes œuvres d'art au fil du temps. Alors, comme toujours, ça dépend de l'art. En chanson, en roman, c'est peut-être un petit peu plus facile. Parce que, on peut penser à la manif des Cowboys Fringants. Il y a des chansons assez emblématiques de leur répertoire. Tout simplement parce que par les mots, on peut évoquer l'idée de foule et que ça crée une empreinte dans l'imaginaire qui fonctionne très, très bien. Mais même là, ça reste assez rare. Bon, vous l'avez dit, les Cowboys Fringants, il y a Foule sentimentale de Souchon. Il y a l'idée même d'Arcade Fire sur scène qui implique ça. Il y a le bon vieux Racine. Le bon vieux Racine. Ce bon bougre. Je me sens mal de faire ça devant une comédienne, mais je vais le faire quand même. Le vrai Racine. Le vers le plus célèbre de Racine. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous vîmes 3000 en arrivant au port. Oh, c'est beau. C'est pas mal. Hein? Il y a aussi des expositions qui sont organisées souvent après les manifs, qui reprennent les artefacts, les affiches, les pancartes, des photos. On en avait vu beaucoup au moment du printemps érable. Et l'art peut, et même à mon avis doit, poursuivre ce qui se joue dans la rue pour mieux aider le corps social à s'approprier ces moments-là et à l'inscrire dans la culture. Mais la manif, en tant qu'objet culturel, ça reste quand même très difficilement traitable par la fiction. En documentaire, qui est notre tradition ici, ça va. Ça se fait plutôt spontanément, organiquement. Si quelqu'un a évidemment l'idée de capter ces images-là. Printemps érable, on a vu des millions d'images sur YouTube. On a surtout vu le documentaire Carré rouge sur fond noir de Santiago Bertolino et Hugo Sanson. Et d'ailleurs, là, je pense que c'est important de rappeler la distinction qu'il peut y avoir, la frontière en tout cas qu'il peut y avoir entre les images qui sont captées dans ce qu'on appelait le journalisme citoyen et l'œuvre de création, le documentaire, de cinéaste, qui reste un point de vue d'auteur, qui reste une démarche artistique. En ce moment, ce qui se passe à Hong Kong, le monde vient. On voit des millions, on voit plein d'images. On peut être atterré, on peut être indigné, on peut être ému, mais l'impact qu'un documentaire pourrait avoir sur ce sujet-là nous échappe. Parce que ce qu'on voit en ce moment dans Hong Kong, c'est la matière brute. Et ce qui va nous permettre de réfléchir, c'est la matière transformée. C'est ça qui va créer du mythe, de la légende, de la culture. C'est la différence, si vous voulez, entre un reportage sur l'industrie textile et On est au coton de Denis Arcand. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier aussi de ce qu'on regarde un petit peu. Ouais, je pense. Il faut toujours garder un esprit critique. Une belle mise en garde, oui. Non, mais c'est vrai. Moi, je regarde plus rien. J'ai trop peur. Je regarde plus rien. Plus rien. Je lis. Fini. En fiction, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de représenter l'idée de manif, de groupe, de foule. L'idée de collectif, elle a rarement été représentée. Et comment ça se pourrait... Mais c'est étonnant, ça, non? Ben non. Comment ça se pourrait? En fait, c'est très difficile de représenter le collectif dans une œuvre de fiction. La forme la plus facile, ce serait l'œuvre chorale. Qu'on voit. Robert Altman on a fait beaucoup de films, a fait quasiment tous ses films sur ce principe-là. Ça reste niché, ça reste rarement réussi. Mais Christian Dufour qui aimait les vieux films, là, Péplum, Manifestation, avec autant de figurants que Ben Hur, ça aurait pu être possible, non? Il y a certains romans de Zola, en fait. Voilà, mais ça, elle écrit, ça, c'est très facile, mais en fiction, à l'image, ça reste très difficile. Il y en a quelques-uns. Il y a No de Pablo Larraín, qui est un film formidable, qui prend pour toile de fond les manifestations qui ont eu lieu alors que Pinochet faisait un référendum en 88 pour savoir s'il restait au pouvoir ou pas. De façon un petit peu plus vague ici, on peut penser à Les Ordres de Michel Brault ou Le Parti de Falardeau, qui a un peu cette idée-là. D'ailleurs, parlons de Falardeau. J'ouvre une mini parenthèse parce que cette semaine, on a retrouvé quelque chose d'assez émouvant. Vous vous souvenez du PFK Kid. C'était le héros de Pea Soup, le premier film de Falardeau et Poulain en 1978. Il avait 6 ans à l'époque. On écoute juste pour se faire plaisir. Non, du poulet plus Kentucky. C'est où, ça, le Kentucky? C'est en Sainte-Catherine, dans l'Est. L'as-tu déjà vu, le colonel? Non. J'espérais le voir là-bas, mais je l'ai pas vu. Fait que si tu gagnais le million, là, tu travaillerais pas? Non. J'ai gaspillé mon million.
Ouais. Mais malheureusement, le million, ça n'a pas... Peut-être nous remettre en contexte pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ce film. C'est un documentaire sur l'identité québécoise, d'une certaine façon, un essai documentaire, peut-être plus qu'un documentaire, où Falardeau et Poulain allaient rencontrer des gens, allaient mettre en valeur des textes fondateurs de l'identité québécoise. Et donc, Jules Falardeau, le fils, et Frédéric Gandon ont retrouvé le petit garçon de l'époque aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Et il s'appelle Paul Ross. C'est un petit documentaire de 14 On minutes. n'est pas loin de Paul Rose. Mais c'est extraordinaire. Ça vaut le 14 minutes. 14 minutes, vous pouvez trouver ça sur YouTube oui. très, très facilement. Et disons qu'il n'a pas eu un destin facile. Ah non, vraiment pas. Passé par une maison de transition. Il raconte qu'il passe ses journées au team à Saint-Jérôme. Il a fait beaucoup d'héroïne. Ça n'a pas été un destin facile, mais c'est très, très émouvant de le revoir. Puis, dans le contexte des 10 ans de la mort de Falardeau, c'est peut-être une jolie façon de se rappeler de lui. Je referme la parencèse. On revient à notre collectif dans la fiction. Le film qui, je pense, symbolise assez bien la difficulté de la fiction à nous montrer quand on est nous. C'est ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau de Simon Lavoie et Mathieu Denis. C'est un film qui revient sur le printemps érable et qui montre dans son récit même comment on ne peut pas rester plusieurs, comment on est obligé d'une certaine façon de redevenir seul. Un film que j'ai vu récemment, je n'avais pas vu parce qu'il a été très, très durement critiqué. Oui, il a été très durement critiqué par certains justement manifestants du printemps érable qui n'ont pas vraiment aimé se voir comme ça. Mais moi, j'ai plutôt aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Mais c'est un film... c'est un cliché de dire ça, mais c'est un film coup de poing quand même. Oui, c'est un film coup de poing qui demande un investissement du spectateur aussi. Ça dure 3 heures assez conséquent. C'est magnifiquement filmé. Ça raconte l'histoire de 4 jeunes Québécois ultra radicaux qui, après la manif, réalisent que rien n'est allé trop loin et que la seule solution, c'est de se retirer du monde. C'est de vivre en complète autarcie en espérant pouvoir faire la vraie révolution. Mais en montrant ça, c'est intéressant parce que ce film nous dit aussi, d'une certaine façon, l'impossibilité de dire, de montrer, de penser le ensemble, le collectif, que ça ne peut pas vraiment continuer. C'est presque vrai tout ce que je dis, parce que le collectif, l'idée de soulèvement populaire, de groupe dans la rue, ça arrive tout de même en fiction, mais ça arrive de façon hyper négative. En fait, dans 99% du temps, ce qu'on retient de ces moments-là, ce que la fiction va retenir, c'est la violence. Si on pense aux manifestations pour la cohabitation pacifique entre les protestants et les catholiques en Irlande, qu'est-ce qu'on a retenu? Le Bloody Sunday, autant dans la chanson de U2 que dans le film de Paul Greengrass. La Révolution française, on a retenu les décapitations, les massacres. C'est les Chouans de Broca, la Révolution française d'Enrico. Ou sinon, on a cette idée presque organique que la foule, c'est le mal. C'est les films de zombies qui nous l'ont collé dans la tête. Et cette représentation de la foule, elle a quelque chose de systématiquement menaçant, sanglant, dangereux. Et peut-être que la manifestation de vendredi dernier, elle trouvera jamais de miroir artistique où se refléter. Peut-être d'abord parce qu'elle a été sans histoire. Elle a été sans récit, sans drame, autre que celle d'une foule qui espérait quelque chose, qui s'est tournée vers l'avenir. Puis honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'Oscars à gagner avec ça. C'est pas bas sexy. Puis il n'y avait aucune violence. Exactement. Parce que, est-ce que je peux... Bien sûr. Parce que vous parliez tout à l'heure de la France. Je trouve que dans le grand mouvement des Gilets jaunes l'année passée, une chose qui m'a frappé, qui a frappé beaucoup de monde autour de moi, c'est à quel point dans la culture politique française, la violence est plus acceptée qu'ici. C'est vrai. Et ça, c'était très frappant. Et de la part de gens, des bourgeois, des gens ordinaires, mais on voit que dans la mythologie historique française, la Révolution, tout ça, on accepte... la possibilité que la violence est là, alors qu'au Québec, ça passe pas. Et pas juste physique, verbale aussi. Non, mais physique, je parle... Oui, mais les parce deux, que c'est pas la même chose pour moi. La violence verbale, je n'ai pas de problème avec ça. Mais, au Québec, elle est mal vue aussi. C'est ça, je pense qu'en France, il y a une libération et de la violence verbale et physique. Il y a une espèce de... On voit de façon positive une certaine violence physique. Et moi, ça m'a un peu troublé. Pour être franc, moi, j'aime être québécois de ce côté-là. Mais il y a quelque chose de fascinant parce que vous avez parlé de Falardeau. Et Falardeau, lui, au contraire, il était pour... ou en tout cas trouvait nécessaire la violence physique à un certain moment, trouvait nécessaire le martyr, il trouvait donc et c'est un des sujets. Mais je pense à Il y a nuit, moi. Oui, énormément. Dans sa présence médiatique, entre autres. Mais c'est un des seuls à avoir fait pas la promotion, mais de dire à un moment donné, il faut ça. C'est toujours l'enjeu de toutes les manifestations, c'est qu'une fois qu'on a défilé dans la rue, qu'est-ce qu'on fait ensuite, puis comment est-ce qu'on poursuit
le combat. Ouais. Si on voit qu'on est dans une impasse, est-ce que la violence, c'est une solution? On en veut un autre grand C'est débat. la question qu'on doit se poser face à la méga manifestation de vendredi dernier. Qu'est-ce que ça va donner? Oui. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir que ça reste dans l'actualité, que ça ne devienne pas un événement unique, singulier, qui n'a pas d'autre impact que celui d'avoir réuni des gens dans la rue. Oui. Bref. Les récits de fiction, l'autre problème, quand ils essayent de représenter des manifestations, c'est qu'ils sont fondamentalement individualistes. La fiction, c'est individualiste. Si vous enlevez le héros ou l'héroïne, même quand ils sont en petit groupe, il reste plus grand-chose. C'est dans l'ADN de la fiction d'individualiser les choses, c'est normal. On suit les aventures de X, Y, Z, on s'identifie, la catharsis s'opère et la fiction joue son rôle. Mais avec une foule, c'est quasi impossible, sauf, comme on le disait, dans la violence, dans le sang. Alors oui, je l'attends, le film, la série, le documentaire qui va parler de ce mouvement de la jeunesse assez incroyable, qui va refuser d'individualiser la question avec un biopic de Greta, parce qu'il y en aura un, oui, c'est sûr. sûr, qui va être capable de mythifier pour nous tout ce qui s'est joué là, mais je sais déjà que ce sera probablement une œuvre incroyablement chiante, uneventful, comme disent les Anglais, parce que la réalité, quand elle se manifeste comme ça, comme vendredi dernier, elle est infiniment supérieure à la fiction. Elle n'a pas besoin de drame, elle n'a pas besoin de pivot narratif, de rebondissement pour nous donner énormément. Et si ça ne devient pas un mythe par la culture, il nous restera toujours une solution, c'est de retourner dans la rue, histoire de les créer nous-mêmes, ces mythes-là. Ah, merci beaucoup, Hélène Faradji. Belle réflexion qui termine ce deuxième épisode de la balado de Fred Savard. C'est déjà fini? C'est déjà fini, Christian Dufour, mais je pense qu'on va vous réinviter. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous parler. J'ai pas trop parlé. À un moment donné, Non, je parfait. parle trop, Non, c'est parfait. De toute façon, on n'est pas en direct, on va tout enlever ça. Non, c'est pas vrai. Merci, Christian Dufour. On lit votre livre, Le pouvoir québécois menacé, non à la proportionnelle. C'est les éditeurs réunis qui ont publié ce livre il y a quelques mois, mais je pense que c'est vraiment une réflexion très intéressante. Merci beaucoup. On va voir avec le projet de loi qui sera déposé et comment ça va se passer. Julie-Pierre Lano, merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe aux États-Unis. Vous allez revenir, évidemment, parce que les rebondissements, ne sont pas finis du tout. Godefroy Lorando, on va parler d'Hydro-Québec la semaine prochaine. Moi, j'attends de payer mon bill. Oui. On va voir si c'est le juste prix. Vous allez nous Je pourrais dire. en parler tout de suite. Mais non, on n'a pas le temps. Inès, Oui. merci de vous être prêté au jeu, d'être allé avec un micro sur le terrain. On va reprendre l'expérience, je crois. Ben, là, moi, c'est ça, là, je mets ça dans mon CV. Je Oui. suis Gonzo Talbi. Vous êtes Gonzo Talbi, mais Oui. peut-être avec des extraits un petit peu plus courts. là, Oh oui, la on va prochaine travailler fois. là-dessus. Oui, c'est un laboratoire. Et Hélène, merci. On vous retrouve la semaine Plaisir. prochaine Oui. avec plaisir. Et sinon, merci à Larry Dufresne à la réalisation. Vraiment, n'oubliez pas de participer à la campagne de financement. Il en va de l'existence de la balado. On ne veut pas tomber dans le... Et des études des enfants Et- oui, de Godefroy. mais surtout parler du projet à vos amis, à ceux qui seraient susceptibles. Je pense que ce projet-là n'a pas atteint, évidemment, non, de loin de là, sa vitesse de croisière et son potentiel d'auditeur. Visitez notre page Facebook. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi écrire. On a un courriel maintenant. C'est la baladofredsavard@gmail.com. Ça s'en vient gros, cette affaire-là. La semaine prochaine, on va recevoir l'essayiste féministe Martine Delvaux qui va venir nous parler de son nouveau livre Boys Club que je vais lire ce week-end. J'ai commencé un petit peu, mais je ne l'ai pas fini. Barbara Gide Caron va être là également. Hélène Godefroy, sûrement. Hein? Probablement. Je pense que oui. Hein. Alors voilà, merci tout le monde d'être à l'écoute. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Paul Journet également qui s'est greffé à nous pour la campagne électorale, pour son analyse. Et on se retrouve la semaine prochaine!